Et salut, c'est Isoka, et bienvenue dans cette vidéo top 20 de mes dessinateurs de comics préférés. Et oui, on continue un petit peu cette série de top. Et oui, j'ai eu du mal à me résoudre à 10 dessinateurs. Au début, j'avais même fait un top 25, donc j'ai réduit à 20. Donc tout d'abord, comme d'habitude, petit en préambule et quelques mentions honorables, il fallait que j'ai lu au moins 2 ou 3 œuvres différentes de l'artiste. Pour moi, pour le classer, c'était important de pouvoir le juger au moins sur 2 œuvres différentes. Donc voilà, il y a certains dessinateurs que j'ai pas pu classer à cause de ce critère-là. Il y a également des grands dessinateurs que moi j'ai très très peu connus. Je pense à Sal Buscema, le peu que j'ai lu j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça magnifique, mais il n'est pas dans le classement. Walt Simonson non plus, Jack Kirby non plus. Donc voilà, il y a des grands dessinateurs, voilà, plutôt des comics old school qui ne figurent pas dans ce classement, donc ça peut chagriner les lecteurs de longue date. Mais voilà, en mention honorable, ça me coûte, mais j'ai pas pu classer Phil Jiménez et tout le travail qu'il a fait notamment sur Wonder Woman que j'ai énormément aimé. Mais c'est vrai que je l'ai assez peu vu sur d'autres travaux. Je n'ai pas pu également inclure Martin Simmons, et pourtant avec Department of Truth, ou même ce qu'il a fait sur Dracula, il a même fait le premier numéro de Swan Songs de Maxwell Prince, de W. Maxwell Prince, qui était vraiment très très bien, The End of the World. C'était vraiment très beau. Enfin, il a un registre qui est assez saisissant, qui est assez impressionnant. Donc Martin Simmons, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu non plus Jason Fabok ou Ivan Rice, qui sont des dessinateurs que j'aime énormément dans leur style, assez réaliste, mais voilà, qui ont fait des merveilles, notamment sur Ghost Machine maintenant, mais même chez DC à l'époque. J'ai pas pu les inclure. Donc voilà, Chris Bachalo non plus, alors que je l'adore. Bon, voilà, je vais pas tous les citer. Joel Jones, ah là là, j'ai pas réussi à inclure Joel Jones. J'adore ce qu'elle a fait sur Catwoman et surtout sur Lady Killer, qui est vraiment chez Dark Horse, qu'elle a scénarisé et dessiné, que je trouve très beau. Donc voilà, malheureusement, les laisser pour compte, ceux qui sont sur le côté, sur le bas de la route, qui ne peuvent pas rentrer dans ce club fermé de mes 20 dessinateurs de comics préférés. En préambule également, évidemment, il s'agit d'une sensibilité personnelle. C'est vraiment des dessinateurs qui, moi, me touchent, qui m'ont déclenché quelque chose à la lecture, qui m'ont ému, pas seulement au scénario, mais vraiment par le dessin et par le storytelling, par tout cet art séquentiel, en fait, finalement, cette succession de cases et cet agencement, ces compositions, ces choix, quelque part, qui sont très importants, qui sont prépondérants dans, finalement, le classement que j'ai établi. Donc voilà, on va continuer quand même, parce que trop longue introduction, comme d'habitude. Allez, le numéro 20. Le numéro 20, il s'agit évidemment de Wes Craig. Wes Craig, que j'ai connu, comme quasiment tout le monde, sur Deadly Class. Deadly Class, scénarisé par Rick Remender, mais voilà, qui est dessiné par Wes Craig. Et dès le départ, on a vraiment quelque chose au niveau de la composition, justement, de très original. On voit que parfois, on peut le voir avec des cases qui se superposent, on a une impression de mouvement qui est dingue de la part de Wes Craig. Ça, je trouve que c'est un de ses points forts. C'est très important. Alors c'est vrai que on voit que c'est quand même du comics indé, puis même là avec la colorisation qui est très appuyée, parce que souvent Wes Craig s'accompagne d'un coloriste. On va le voir aussi sur l'œuvre, puis ensuite scénarise et dessine, mais souvent un coloriste qui tranche assez fort, avec des couleurs assez vives en général. Et Deadly Class, voilà, pour que ce soit au niveau de la compo, de plein de choses, hein, de la narration, c'était vraiment quelque chose que je trouvais nerveux, que je trouvais frénétique, que je trouvais assez dingue. Là, je vous présente par exemple le tome 4. Alors là, je vous présente les tomes 5. Vous savez que j'ai mis la main sur le compendium. Et je vous avoue, c'est beaucoup plus simple à présenter comme ça, des tomes simples. Et voilà, on a des choses comme ça, ou parfois qui sont très aérées, mais qui en même temps servent la narration. Et c'est là où Wes Craig, je le trouve assez brillant. Et comme vous pouvez le voir là, dès qu'il y a de l'action, on sent le mouvement, on sent là, les bris de verre, on sent les coups de feu. Il y a vraiment quelque chose, je vous le dis, qui fonctionne hyper bien avec Wes Craig. Pour moi, qui est un dessinateur, franchement, qui monte. D'ailleurs, il fait de plus en plus de séries chez DC Comics. D'ailleurs, je vais vous en présenter une après. Mais d'abord, je voulais vous présenter, évidemment... Alors attention, il va y avoir pas mal voilà, de petits bruitages, voilà, ASMR. J'avais plus de nom. Je vous présente évidemment Kaya, qui est la série qu'il scénarise et qu'il dessine. C'est un petit peu son bébé. Donc là, c'est le numéro 13. Voilà, bref, j'ai pris un numéro parce que je voulais vous montrer que c'est franchement très beau. C'est très chouette. Il y a toujours ce côté, alors peut-être un peu plus contemplatif par moment chez Kaya, mais il y a toujours ces moments dynamiques et parfois où il se lâche un peu. Là, on voit que c'est un petit peu plus sage au niveau de la composition que ce qu'on a pu voir dans des classes, mais il va progressivement se lâcher au fur et à mesure des arcs. On en est déjà à 25 ou 26 numéros. Je crois que c'est le numéro 26 sorti cette semaine. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper efficace, Kaya, qui est vraiment pareil. On a l'impression vraiment énormément de voyager d'environnement, avec des créatures folles et assez démesurées.
Vraiment, je trouve ça super. Je voulais également vous présenter rapidement voilà, ce numéro 7 avec une cover, une variante cover d'un autre dessinateur dont je parlerai plus tard dans le top. Voilà, si vous l'avez si vous l'avez reconnu, mais n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. La variante cover du Kaya 7, qui c'est? Une petite surprise. Donc là, je vous présente un petit peu aussi des intérieurs, toujours de Wes Craig, parce que je me souviens que ce numéro, j'avais aussi trouvé très beau. Et comme je vous le dis, vraiment, on change d'environnement assez fréquemment. Alors c'est vrai que au niveau des décors, peut-être qu'on peut parfois être chagriné, mais il y a vraiment une ambiance qui est assez dingue, qui est très immersive. Comme je vous le disais, il y a quelque chose d'immersif et de frénétique. On sent que Wes Craig, ce qu'il a raconté, ça passe énormément par le dessin et par justement les différents environnements proposés et vraiment cette science du mouvement qui est pour moi assez fondamentale dans Kaya. Donc voilà, pour Wes Craig, je voulais également vous présenter rapidement, comme je vous le disais, il travaille aussi chez DC. Il y avait notamment ce fameux DC All-In Special, qui était un flipbook, rappelez-vous. Donc il y avait la partie avec Daniel Sampere et la partie avec Wes Craig, justement, que je vais vous représenter ici. Et franchement, Wes Craig, son style, il est vraiment chouette, quoi. Il y a un côté, je vous dis, on reconnaît sa patte directement. Ça fourmille d'idées, c'est plein de détails. Et il y a vraiment un mouvement qui fonctionne parfaitement, je trouve. Donc voilà, il a fait quelques variantes cover aussi chez DC. Alors je ne les ai pas prises parce que c'est pas forcément celle qui me convainquait le plus, mais globalement, franchement, j'adore le style de Wes Craig, donc il n'a pas volé sa place au classement. Donc 20e, il s'agit de Wes Craig. On continue avec le 19e de la liste. Il ne s'agit de nul autre que Sean Gordon Murphy. Et oui, Sean Murphy. Là, je vous présente un de ses bébés d'abord, forcément. Il s'agit de Punk Rock Jesus, qu'il a fait chez Vertigo. Et c'était quelque chose qui sortait en noir et blanc et que je trouvais assez stupéfiant. Il y a vraiment pareil, on voit les traits, on voit ces traits de crayon. Vraiment, c'est presque des crayonnés, légèrement ancrés. Et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Alors, au-delà du récit, il faudra que je vous parle du récit de Punk Rock Jesus, qui est la volonté de cloner Jésus et d'en faire une télé-réalité. Sauf que ce dernier, tout ce qu'il veut, c'est de s'affranchir de cette condition-là et jouer dans un groupe de punk rock, d'où le nom, Punk Rock Jesus. Et franchement, c'est assez dingue. Moi, je trouve que tous ces détails de Sean Murphy, c'est fou. Donc, je l'ai découvert par cette œuvre, par Punk Rock Jesus, et par le noir et blanc. Et puis, quand il est colorisé, c'est pas vilain non plus. On va rester peut-être sur du Sean Murphy en noir et blanc, avec notamment, vous le savez, de Batman Black and White, qui est une anthologie sur plusieurs dessinateurs. Avec notamment du Sean Murphy, évidemment c'est tout en noir et blanc. Hop. Donc là je vous présente une double page de Sean Murphy aussi en noir et blanc pour un récit de Batman, qui était vraiment très très bien et très réussi. De toute façon Sean Murphy, vraiment je vous le dis, moi je le trouve assez convaincant à chaque fois. Il a fait également, toujours chez Vertigo, Joe l'aventure intérieure, scénarisé par Grant Morrison, ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Cette fois, il y a de la colorisation, et je crois que c'est Matt Hollingsworth à la couleur, je vais juste vous confirmer ça, avant de vous montrer. Non, pas du tout, c'est Dave Stewart, donc j'ai bien fait de vérifier. Et ça, je vous en ai déjà parlé, notamment dans l'émission Mindphobia, d'Encre des Bulles. J'avais clamé tout mon amour pour cette œuvre de Grant Morrison et de Sean Murphy, qui est une espèce de voyage comment l'imagination peut nous sortir d'un très mauvais pas dans une réalité assez sordide. Voilà, une condition, c'est le personnage qui est malade et qui souffre d'hypoglycémie. Et vraiment, il y a toute cette architecture de Sean Murphy, de la maison et de la transposition en fait dans ce monde fantaisiste qui fonctionne parfaitement et merveilleusement bien. Vraiment, ça aussi, ça m'avait complètement convaincu. On avait vraiment ce côté, cette maison qui était presque l'obstacle et l'ennemi de ce protagoniste qui allait naviguer à travers elle. Enfin, c'était vraiment super. Donc du très très grand Sean Gordon Murphy aussi là-dedans. Ensuite, bien sûr, je voulais vous présenter ceci aussi qu'il a fait chez Image Comics, Tokyo Ghost, donc scénarisé par Rick Remender, pardon. Là aussi, on avait quelque chose, cette fois c'est bien Matt Hollingsworth à la colorisation. Il aime beaucoup les gros véhicules, et là on avait l'espèce de moto de, je sais plus, je crois qu'il s'appelait LED, le perso principal, qui était assez hallucinant. Et là c'est pareil, je trouve qu'avec les couleurs de Hollingsworth c'est très beau, on a quelque chose de très feutré, il y a une ambiance qui est vraiment très très belle. Et je trouve que Sean Murphy, il est toujours très efficace. Notamment, j'avais adoré quand on arrive dans l'espèce de Neo Tokyo, qui est un des seuls endroits préservés un petit peu par la technologie, et qui vient en retour aux sources, une espèce d'hymne à la nature.
Je crois que vous avez déjà montré ça, c'est une de mes doubles planches préférées, tout simplement. Je l'aime énormément, je la trouve très 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 belle. On voit ces espèces de vestiges de la technologie, et la nature a un peu repris ses droits. Non, vraiment, c'est une œuvre que j'ai trouvée très très belle. De toute façon, c'est un des travaux que j'ai préféré de Sean Murphy sur Tokyo Ghost. C'est pas forcément des travaux que j'ai préférés de Remender, vraiment là je vous parle quasi uniquement du dessin. Évidemment, Sean Murphy, il a connu un énorme succès chez DC avec ce qu'on appelle maintenant le Murphyverse, presque, évidemment, quand il a fait Batman White Knight, qui est un récit toujours colorisé par Matt Hollingsworth, qui est un récit assez intéressant sur justement ce Joker, le Joker qui finalement... Batman va un petit peu trop loin, il a des méthodes un peu expéditives, un peu violentes, et du coup il a sensibilisé, enfin Joker a réussi à sensibiliser l'opinion publique en disant que Batman était un fou dangereux et que finalement il n'y a pas grand chose qui le différencie lui des criminels. Et là on va avoir une espèce de rôle inversé entre Batman qui serait l'ennemi public numéro 1 et le Joker qui serait le chevalier blanc de Gotham. Et on a vraiment quelque chose de très intéressant. Moi j'avais adoré ce récit, j'avais lu d'une traite, surtout par rapport à cette espèce de réhabilitation que Sean Murphy fait de Harley Quinn, notamment, puisque Harley Quinn, effectivement, elle était très loin de la Harley Quinn qui avait été créée par Paul Dini et Bruce Timm, notamment dans Mad Love, qui est un récit extraordinaire. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de volonté de se dire, bon, la Harley Quinn que vous avez vue au cinéma, c'est pas la mienne. Moi, je vais vous en proposer une autre. Donc ça, c'était quand même très très sympa. Donc voilà, White Knight, qui était vraiment très convaincant au niveau du dessin, et plutôt convaincant au niveau du scénario, avec sa suite que j'ai trouvé encore mieux, Curse of the White Knight. Je n'ai pas encore lu le troisième, Beyond the White Knight. Mais voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt convaincant ça aussi. De toute façon, Sean Murphy, encore une fois, moi je trouve que voilà, c'est un dessinateur où on voit les traits, on voit l'énergie, on voit le mouvement et le dynamisme. C'est quelque chose que je trouve assez convaincant. Dernièrement, il a fait évidemment la mini-série Man of the Dead, Zero Man of the Dead, chez Massive Publishing, je crois. Encore une fois, excusez-moi, pas à chaque fois pour les petits... Oui, c'est ça. Donc ça c'est pareil, hein. C'est une mini-série que j'ai trouvé franchement très sympa. Rien d'extraordinaire au niveau du scénario, très classique, mais au niveau du dessin, on sent que Sean Murphy se fait plaisir. À la fois sur la légende de Zorro, sur les courses-poursuites en véhicule, sur justement, regardez-moi ces planches que je trouve assez iconiques. Alors ça c'est sorti évidemment, je crois en grand format chez Robin, je crois que c'est un grand format. Mais vraiment, j'avais trouvé ça vraiment très sympathique à la lecture, surtout pour les dessins de Sean Murphy. De toute façon, en général c'est ça, hein, c'est ce qui fait que, est-ce que je vais sur une série ou pas, là, Zorro par exemple, j'y étais allé que pour Sean Murphy, clairement. Donc je savais que même si le scénario n'allait pas forcément tant me convaincre que ça, je sais que les dessins, eux, allaient me conquérir. Donc voilà. Il m'arrive aussi de prendre quelques variantes cover, comme ici, c'est l'Absolute Wonder Woman numéro 6, avec une variante cover de Sean Murphy, que je trouve très inspirée et très chouette. Voilà, Absolute Wonder Woman, qui est une excellente série par ailleurs. Voilà, ça c'était Sean Murphy en numéro 19. Cette vidéo va être très longue, hein, je pense, mais il faut que j'accélère un petit peu. En numéro 18, on a, pareil, un dessinateur que j'aime énormément, de toute façon, je vais dire ça à chaque fois. Il s'agit de... Mais vous allez me dire, mais quoi? C'est Michael Lark? Et non, c'est pas Michael Lark. Là, je vous présente Gotham Central parce que c'est un des premiers travaux où je l'ai vu œuvrer. Il s'agit de Cliff Chiang. Cliff Chiang qui avait travaillé notamment sur... comment elle s'appelle? Josie Mac, voilà, c'est ça. Et c'était une petite série additionnelle qu'on avait dans les tomes de Gotham Central. Et là, c'est la première fois que j'ai vu du Cliff Chiang. Alors, c'est vraiment un de ses travaux de jeunesse. On le voit bien que par la suite, on reconnaît son trait, mais il va vraiment le faire évoluer. Moi, c'est un trait qui m'avait énormément touché. En plus, le personnage de Josie Mac, je la trouvais assez intéressante, notamment le pouvoir qu'elle avait, qui était hyper original. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper convaincant. De toute façon, cette découverte de Cliff Chiang. Et on va voir que par la suite, je vais encore préférer ses travaux suivants. Donc là, c'est la toute première fois que j'avais découvert Cliff Chiang. Donc voilà, je sais plus comment ça s'appelait. Cette mini, je vais vous redire ça, parce qu'il y avait les... Hop, c'était dans les épisodes de Detective Comics. Là, par exemple, c'était le Detective Comics 784, avec une cover de Tim Sale, d'ailleurs. Il est possible que je reparle de ce dessinateur plus tard. Donc voilà, Cliff Chiang dans Detective Comics sur Josie Mac. C'est là vraiment que j'ai découvert. Mais là où vraiment, pour moi, j'ai eu cette confirmation que c'était un de mes dessinateurs préférés, c'est évidemment lors de son run sur Wonder Woman New 52, scénarisé par Brian Azzarello. Et là, on a quelque chose que j'ai trouvé assez dingue. Là, je pense qu'on a un Cliff Chiang au sommet de son art.
Je sais plus si c'est lui qui fait la colorisation ou s'il est aidé par quelqu'un. Oui, oui, il y a Matthew Wilson. Matthew Wilson à la colorisation notamment avec Nick Filardi. Et il y a pas mal de monde aussi à l'ancrage. Il y a du Dan Green quand même à l'ancrage ou du Tony Atkins qui sont des encreurs assez historiquement célèbres et réputés, qui n'ont plus leur preuve à faire. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a vraiment quelque chose d'assez pareil, là aussi frénétique. On a beaucoup de courses-poursuites. On a... Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a une réinvention des dieux aussi qui est dingue. Le travail avec, je vous le dis, entre le dessin et la colorisation, que ce soit les zones d'ombre ou les zones de lumière, sont hyper convaincantes. C'est là où pour moi, là j'ai vraiment vu un Cliff Chiang qui m'a complètement conquis. Voilà. Là je me suis dit, bon bah d'accord, ce dessinateur, il faut que je suive ce qu'il fait. Vraiment, je l'aime énormément. Donc je vous présente encore ceci là. Voilà. Donc ça c'est pour ce qu'il a fait chez Wonder Woman. Ah oui, il y a aussi une œuvre. Alors attendez, excusez-moi, je fais quelques acrobaties que je rajoute parce que j'avais complètement oublié de la rajouter ici. Mais évidemment, il s'agit de Paper Girls. Paper Girls, scénarisé par Brian Kevough. Évidemment, donc Cliff Chiang là aussi. Là, je le trouve incroyable aussi. Donc c'est un récit qui est assez délirant, qui alterne un petit peu entre des livresses de journaux des années 80, avec des caractères très forts, notamment le personnage de Mackenzie, que j'oublierai jamais, qui était vraiment génial. Beaucoup aussi de science-fiction avec une espèce de voyage dans le temps, deux camps qui s'affrontent parce qu'ils n'ont pas la même vision du voyage dans le temps. Mais regardez-moi ça, Cliff Chiang là aussi. Pour moi, il est au top. Il se fait énormément plaisir dans ce récit. À la fois sur la caractérisation des personnages et comme vous l'avez vu là, sur... il y a certaines choses qui sont très intéressantes, notamment ici, sur un personnage qui trouvait qu'il jouait trop aux jeux vidéo dans le passé. Enfin, Paper Girls, qui est aussi une série que j'aime beaucoup. Et Cliff Chiang, encore une fois, que je trouve qu'il est super convaincant sur son dessin. Cliff Chiang, il a également scénarisé et dessiné une mini dans le Black Label chez DC Comics. Il s'agit de Catwoman Lonely City. Encore une fois, désolé. Alors beaucoup de ça, hein, si vous ne supportez pas, je comprends tout à fait. Donc Catwoman Lonely City, je crois que c'était en 4 numéros. J'hésite entre 3 ou 4, j'ai un petit doute. Là aussi, moi j'ai trouvé que c'était superbe. Alors déjà en plus on a un grand format, en façon Black Label très carré. C'est sorti en VF avec une très très belle cover de Jock, je crois. Je sais plus qui fait la cover, mais elle était vraiment super belle. Avec le casque de Catwoman et la ville de Gotham en son sein. C'était vraiment très très beau. Cette série, elle m'a énormément ému, que ce soit au niveau des dessins, au niveau de ce qu'elle raconte. Là, Cliff Chiang, c'est un artiste accompli. Là, je parle que des dessins de toute façon, des dessins qui m'avaient... comme vous pouvez le voir, au niveau de la composition, c'est assez classique, mais c'est vraiment très beau et très maîtrisé. Je trouve qu'il y a une efficacité et une maîtrise. Cliff Chiang, il est parti, comme vous pouvez le voir, sur Josie Mac, la caractérisation de Waylon Jones, là, Killer Croc, elle est absolument excellente aussi. Et pas caractérisation, j'entends le design artistique évidemment, pas seulement au niveau du scénario. Mais vraiment, voilà, j'adore Cliff Chiang, j'aime énormément son style. Et donc voilà, Cliff Chiang, il est 18ème, et une petite variante cover ici, de The Boy Wonder, voilà, de Cliff Chiang aussi, que je trouve très joli. On enchaîne avec le numéro 17. Le numéro 17, il s'agit de Dustin Nguyen, que j'ai découvert sur le run de Paul Dini sur Detective Comics, dans la collection DC Signature chez Urban. Paul Dini présente Batman. Ça, c'est le tome 3, je crois. Oui, c'est ça. Les rues de Gotham, où là, je crois que vous avez quasiment que du Dustin. C'est pas quasiment, c'est que du Dustin Nguyen au dessin, mais qui est aussi au scénario. Et là, on a un Dustin Nguyen qui était très cartoony à l'époque. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et moi, j'aime beaucoup, vous allez le voir, les dessinateurs qui font plutôt dans le cartoony, qui versent plus dans le cartoony que dans le réalisme, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de Jim Lee dans mon top, hein, par exemple. Mais vraiment, voilà, Dustin Nguyen, ce côté un peu vraiment très dessin animé, très... Regardez-moi cette planche, elle est superbe. En fait, cette capacité aussi à nuancer ces zones d'ombre ou de lumière, à la fois cartoony, mais du réalisme dans le cartoony, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, j'étais complètement convaincu. Et là, on voyait déjà, comme vous pouvez le voir à sa cover ici, qu'il s'essayait à d'autres styles, notamment un style plus peint, plus à l'aquarelle, à la peinture. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui était très intéressant. Et vraiment, moi, Dustin Nguyen, il m'avait déjà complètement convaincu sur Detective Comics avec Paul Dini, sur ses dessins que je trouvais vraiment très très beaux. Et ensuite, il va assez radicalement changer de style, qui va s'opérer notamment dans Little Gotham. Little Gotham que j'avais trouvé absolument merveilleux.
Ça, c'est un récit carrément que j'avais raconté à mon fils quand il avait 4 ans, je crois, mon fils aîné. Parce que, bah, tout simplement, c'est vraiment une énorme galerie de personnages. D'ailleurs, à la fin, vous avez un truc génial qui présente un peu tous les personnages. Et surtout, ça va vous raconter un petit peu bah, toutes les différentes fêtes, hein, un petit peu. Donc, du folklore sympathique. C'est un petit peu les fêtes d'un long Halloween, mais version rigolo. Donc, vous avez le Nouvel An, Noël, la Saint-Valentin, le printemps, la fête des pères, la fête des mères, les vacances, la Comic-Con, figurez-vous. La fête du travail, bien sûr, ou la fête des travailleurs. Thanksgiving, enfin tout ça. Et vous avez vraiment quelque chose que j'ai trouvé splendide. Voilà, c'est un de mes travaux préférés de Dustin Nguyen. J'ai trouvé que vraiment cette manière de miniaturiser ces personnages était hyper réussie. Je crois que c'est lui aussi qui fait la colo. Ça aussi, il faut que je vérifie, parce que souvent je vous dis n'importe quoi là-dessus, mais vraiment j'avais trouvé ça absolument dingue. Oui, oui, dessin et couleurs, Dustin Nguyen, donc il fait vraiment tout. Et je trouvais ça génial. C'était à la fois très drôle, je m'en souviens de Thanksgiving, j'étais mort de rire, mais vraiment mort de rire. C'est Batman qui veut essayer d'aider tout le monde bah vraiment à cuire la dinde au marron, vraiment à respecter toute cette fête traditionnelle qu'est Thanksgiving. Et regardez-moi ça, quoi. C'est super beau, ça pète, c'est chouette, c'est drôle, c'est inventif, ça regorge d'idées. Regardez-moi ça Poison Ivy, quoi. C'est vraiment superbe, c'est super beau. Et comme je vous le disais, bon, la planche d'après, elle est tout aussi belle. Je vous dis, le choix des couleurs et les compositions de Dustin Nguyen, pour moi, c'est assez bluffant. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, rapidement, à la fin, c'est vraiment top, ça. Hop, vous avez... Alors déjà, pardon, excusez-moi, quelques covers sympathiques. Et vous avez surtout, hop, si j'arrive à trouver, voilà, la Bat-Famille, les alliés. Donc c'est top, quoi. À chaque fois, un petit dessin de Dustin Nguyen avec un petit descriptif. Vous avez également les criminels. Ah, c'est vraiment super, quoi. Moi, je m'en souviens que rien que ça, moi, je peux passer des heures à regarder ça. Et des outsiders, figurez-vous. Donc, en gros, des personnes qui sont pas forcément dans l'univers de Gotham, mais qui sont venues faire une petite pige ici. Donc, franchement, Little Gotham, je le recommande à tout le monde. Je crois qu'il y a eu aussi un conte de Noël, hein, de Dustin Nguyen aussi. Donc, vraiment, de toute façon, il a fait pas mal de choses comme ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait aussi toujours chez DC. Alors ça c'est un peu plus récent, c'est Robin et Batman. Avec Jeff Lemire au scénario, donc c'est toujours lui au dessin et toujours dans son style aquarelle que j'aime énormément. Je te couvre un petit peu des marque-pages un peu partout. Et là c'est pareil, je trouve qu'on a un style qui maîtrise de plus en plus, et il a fait une autre série entre temps chez Image que je vais vous présenter juste après. Et là on voit que ça l'a beaucoup influencé. J'ai l'impression qu'il y a une maîtrise hallucinante de la part de Dustin Nguyen qui arrive de mieux en mieux à illustrer ses propos, en tout cas, à comment il veut mettre en forme sa narration. Et moi, je suis de plus en plus bluffé par cet artiste. Voilà, je suis vraiment impressionné. Je l'adore et j'adore aussi l'évolution de ce qu'il peut proposer. Donc là, c'est dans Robin et Batman, à ne pas confondre avec Batman et Robin. D'ailleurs, je crois qu'il y aura une suite qui arrive bientôt. Je crois que c'est toujours lui au dessin. Je crois, hein. Mais cette fois sur Jason Todd. Donc vraiment, je suis très 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 curieux et assez impatient de découvrir ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Bah oui, évidemment, donc je vous disais le travail qu'il a fait chez Image Comics, avec notamment, bah toujours avec Jeff Lemire, hein, Descender, dont je vous ai déjà parlé au niveau des scénarios, mais vraiment au niveau du dessin, là aussi, je trouve qu'on a quelque chose d'assez dingue. Bah, de toute façon, qui ressemble énormément à ce que je viens de vous présenter, là, ce Robin et Batman. On sent que vraiment il a trouvé son espèce de patte aquarelle, peinture, et avec la couleur que je trouve d'une beauté hallucinante. Hein. Vraiment, je m'en souviens que je prenais pas mal de temps à admirer les planches, à regarder un petit peu sa technique, hein, parce que ça c'est pareil, je trouve que c'est très fort. Alors sa technique, elle fait pas mal ressortir aussi la colorisation à travers l'aquarelle, que je trouve qu'il fonctionne très bien. C'est aussi lui qui fait la couleur de toute façon. Donc voilà, je voulais vous montrer, allez, hop, ces dernières planches-là, il va falloir que j'aille un petit peu plus vite, parce que je sens que cette émission va durer très longtemps, sinon cette vidéo. Donc voilà, il a fait également Ascender, bon voilà, je l'ai pas là, mais c'est à côté. Et chez Image aussi, il a fait, toujours avec Jeff Lemire, hein, Little Monsters. Little Monsters, excusez-moi, oui c'est vrai, j'oublie de prévenir. Qui était très intéressant, là aussi, au niveau de ce qui était proposé. Parce que là, on avait une absence de colorisation, ou presque, et on avait vraiment un style qui change encore. Où là on avait quelque chose, presque, on dirait presque du fusain, alors que je pense que c'est fait en numérique, hein. Mais on a vraiment
encore une fois, Dustin Nguyen qui, je trouve, affine son style, propose quelque chose de très différent, avec encore une fois une histoire assez intimiste sur ces jeunes enfants à conditions, on va dire, plutôt particulières. Et j'aimais beaucoup cette proposition de Dustin Nguyen. Là aussi, comme je vous le disais, il y a des incursions de couleurs, mais elles sont savamment utilisées dans un but bien précis. Et là aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé la proposition graphique de Dustin Nguyen dans Little Monsters, série en 13 numéros chez Image Comics. Voilà pour Dustin Nguyen, qui était numéro 17. On enchaîne avec le numéro 16. Le numéro 16, il ne s'agit de nul autre que Skottie Young. Skottie Young, évidemment. Alors lui, je l'ai véritablement découvert avec, je crois que je vous en ai déjà parlé, Le Magicien d'Oz, que j'ai vraiment énormément aimé. Alors là, je vous présente les versions un petit peu pocket en VO. Il n'est pas impossible que je me munisse de l'omnibus. En plus, Mind m'a dit qu'il était encore disponible sur certains sites, à prix correct, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau, parce que je trouve que c'est évidemment une adaptation du roman de Frank Baum, hein, c'est scénarisé par Frank Shanauer, et dessiné donc par Skottie Young, et je trouve que c'est vraiment super beau. C'est Jean-François Beaulieu la colorisation. Jean-François Beaulieu qui a accompagné Skottie Young à chaque fois au dessin, et qui continue de l'accompagner maintenant qu'il est scénariste, hein, parce que vous avez vu, Skottie Young, il est à la fois dans mes scénaristes, et regardez-moi ça, et dans évidemment mes dessinateurs. Vraiment, Le Magicien d'Oz, j'ai trouvé que c'était absolument dingue au niveau de la proposition, au niveau des dessins, que c'était vraiment trop beau. Il y a un côté cartoony, vivant, où il y a vraiment les émotions qui sont palpables sur le visage des personnages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et qu'on va retrouver dans pas mal de dessinateurs de mon top. Donc vraiment, Skottie Young m'avait complètement cueilli avec vraiment ce Magicien d'Oz que je trouve superbe. Donc il y a 3 tomes comme ça. Où je m'étais régalé, j'avais lu tout ça en un été, me semble-t-il. Vraiment, je m'étais régalé. Donc là, c'est le tome 2, donc c'est du même acabit, de toute façon, c'est toujours aussi beau. C'est lui qui fait tout ça, il y a eu plusieurs mini, 3 gros volumes comme ça, donc l'équivalent d'un omnibus qui fait à peu près 1000 pages, donc quand même, donc 1000 pages de Skottie Young. On ne boude pas son plaisir. Évidemment, ensuite, chez Image Comics, il a scénarisé et dessiné I Hate Fairyland, dont je vous ai beaucoup parlé. Le numéro 41 sortira au mois de juin d'ailleurs. Donc I Hate Fairyland qui est vraiment une série complètement délirante, où là il se lâche complètement, que ce soit au scénario et au dessin. On sent que là c'est un petit peu tous les codes des contes de fées qui sont complètement défoncés, qui se font défoncer, qui sont détournés, qui sont absolument parodiés et de manière délicieusement violente et trash. Franchement, Hate Fairyland, c'est absolument génial. Regardez-moi ça, cette énergie dans son dessin, ce mouvement et ce délire qui est vraiment fou. Il y a souvent aussi, là j'en ai pas trop montré, mais il y a souvent des doubles pages qui sont absolument dingues. Je vais voir si je peux vous en retrouver une autre. Mais ouais, c'était un peu le spécialiste des grosses doubles pages voilà, ce genre-là, quoi. Où vraiment il a envie de mettre en scène de manière assez grandiloquente et fun. Donc vraiment là-dessus, Skottie Young, je l'aime énormément. Malheureusement, il ne dessine plus. Mais ça reste un excellent scénariste que je suis à chacune des séries qu'il propose. Et il propose encore des variantes assez fun. Voilà. Ça, il aime bien ce qu'ils appellent les Big Marvels, ils appelaient ça. Donc en gros, c'est des espèces de grosses caricatures des différents personnages. Je crois qu'il avait fait quasiment sur tous les persos, Skottie Young, à un moment. Donc je l'avais pris celui-là parce que je suivais Incredible Hulk à ce moment-là. Évidemment, chez les X-Men, vous le savez, alors là il mettait carrément une petite BD, une petite mise en scène assez humoristique. Donc là évidemment c'est une variante du numéro 1 de X-Men de Jed McKay. Ici vous avez une variante du numéro 1 de X-Force, pareil, avec voilà, une petite scénette, un petit dialogue assez rigolo avec les personnages, toujours caricaturés, façon un petit peu Little Marvels, hein, c'est un petit peu ce qu'il avait fait connaître, ces variantes cover sur les X-Babies notamment. Et je crois que ça c'est la numéro 2 de Wolverine, avec Wolverine et Deadpool. Quelque chose me dit que le film devait sortir à ce moment-là, si c'est possible. Donc voilà pour Skottie Young. Skottie Young, j'ai pas énormément d'œuvres où il a dessiné, mais vraiment ces œuvres qu'il a dessinées, elles m'ont touché au plus profond de mon âme de fan et de bande dessinée. Donc voilà. On enchaîne avec le numéro 15 qui est Nicolas Scott. Nicolas Scott que pareil j'ai découvert dans Wonder Woman. De toute façon, Wonder Woman étant mon perso préféré, il y a un moment où j'ai lu
énormément d'œuvres de ce personnage, et j'ai découvert des dessinateurs et dessinatrices, puisque Nicola Scott, c'est une dessinatrice, et notamment, elle a dessiné tout l'arc, on va dire les numéros impairs, les numéros pairs, pardon, excusez-moi, les numéros pairs, de année 1, en fait, du New 50, non, c'est Rebirth, ça. Oh là là, je suis fatigué. De Wonder Woman Rebirth, oui, pardon, excusez-moi, bah oui, New 50, on a déjà parlé, c'était Cliff Chiang au dessin. Et donc là, on a Nicolas Scott qui propose quelque chose que je trouve absolument magnifique, hein, pour nous raconter cette première année. Je trouve que son trait, il est dingue, il est à la fois délicat et précis, qui va vers le réalisme, mais tout en gardant quelque chose de très poétique et de très joli quand même, parce que souvent je trouve que quand on essaie de trop aller vers le réalisme, on a quelque chose de froid. Et je trouve que Nicolas Scott, elle arrive à faire quelque chose qui est entre les deux. Moi, vraiment, son dessin, il m'avait transporté direct, je m'en souviens. J'avais vraiment trouvé ça super convaincant et très beau. Donc voilà, donc deuxième run de Greg Rucka au niveau du scénario, ça je l'ai pas précisé parce que ce qui nous intéresse ici, ce sont les dessins. Et les dessins de Nicolas Scott, déjà là, quand j'avais vu sur Wonder Woman, j'avais trouvé ça hyper convaincant. Mais il va y avoir encore mieux. Ensuite, je trouve, notamment, quand j'ai découvert ce qu'elle a fait chez Image Comics avec Black Magic. Et Black Magic, hop, que voici. Scénarisé par Greg Rucka, toujours. Et alors là, vraiment, je sais pas si j'ai déjà vu un travail qui m'a autant plu de Nicolas Scott, mais je me rappelle, quand j'avais découvert Black Magic, j'ai montré ces dessins à plusieurs personnes autour de moi. J'avais rarement été aussi impressionné. C'était fou. Je trouve que Nicolas Scott, là, elle arrive complètement à bien saisir l'essence de son personnage, qui était une personnage flic, mi-sorcière. Et on a vraiment, pareil, quelque chose qui était dans un noir et blanc, mais très fort, très fin, avec quelques incursions de couleurs, comme vous pouvez le voir ici, et qui étaient des plus bels effets, quoi. Ça, franchement, moi je m'en souviens, ça m'avait mis une de ces claques. Voilà, que ce soit des scènes de la vie ordinaire, que ce soit des décors. Vraiment Black Magic, malheureusement il n'y a eu que 2 tomes chez Glénat, j'ai dû prendre le TPB pour le 3e volume. Mais on sentait que c'est une série où là Greg Rucka c'est pareil, il avait beaucoup de choses à raconter. Il avait carrément commencé à faire tout un arbre généalogique des différentes sorcières. Il y avait beaucoup d'ambition. Mais on sent qu'il y a un moment, Greg Rucka il avait un petit peu de mal à suivre ou à mettre en forme toutes les idées qu'il avait. Et comme vous pouvez le voir ici, moi Black Magic ça m'a stupéfait au niveau de la proposition graphique, quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était super beau. Récemment, il y a eu aussi Wonder Woman Historia, où il a fait le numéro 2. Où elle a fait le numéro 2, pardon, Nicolas Scott. Je parle toujours de Nicolas Scott. C'est vrai que le numéro 1 de Phil Jiménez était aussi très impressionnant. Était très beau. Peut-être qu'il a ma préférence au niveau du dessin. Mais Nicolas Scott, elle garde toujours vraiment cette patte qu'elle arrive à avoir. Donc voilà, ça c'est sa cover. Je vais vous montrer un peu d'intérieur parce que j'ai vraiment trouvé ça super beau. Notamment quand on nous présente les DS, parce que c'est toujours... C'était un moment assez délicieux de Wonder Woman Historia où chacun des dessinateurs-dessinatrices, soit Phil Jiménez, Nicolas Scott ici, puis ensuite Jean A, nous présentait les DS et un petit peu sa manière de dessiner les DS que je trouvais vraiment superbe. Et à chaque fois ensuite on avait une double page sur Hera, là aussi, quelle était la représentation de Hera de Nicolas Scott, la voilà, avec cette robe toute faisandée là, que je trouve absolument incroyable, enfin plutôt un pan, d'ailleurs c'est un pan, c'est pas un faisan du tout, je dis n'importe quoi. Sa robe de pan, voilà. Que je trouve splendide. Et là, c'est pareil. Je trouve que ce soit dans les tonalités sombres ou plus claires, Nicolas Scott, comme on l'a déjà vu d'ailleurs sur Wonder Woman, je trouve qu'elle excelle, hein, que ce soit dans le noir et blanc ou dans quelque chose de plus pétant. Regardez-moi ça, là, cet effet lumineux, il est incroyable. Quand on a l'arrivée d'Hercule. Et là aussi, on a vraiment quelque chose que je trouve de grandiloquent, d'épique. Enfin, Nicolas Scott, c'est quelqu'un qui arrive... pareil, à de temps en temps me convaincre de manière incroyable. Je crois qu'elle a travaillé sur les Titans récemment. Je ne sais pas si son travail est aussi convaincant que ce qu'elle a fait, que ce soit chez Wonder Woman ou sur Black Magic, mais voilà, moi c'est vraiment une dessinatrice que j'aime énormément. Et d'ailleurs, je prends même maintenant certaines de ses covers, notamment en date. Je crois que je vous l'avais présenté rapidement. D'ailleurs, ça tombe bien parce que la cover régulière, je vous déconseille de la regarder. Il s'agit du New Gods numéro 5. Voilà, ça c'est une vraie cover de Nicolas Scott sur Light Ray. Voilà pour Nicolas Scott. Allez, on enchaîne. Oh, cette vidéo va être très très longue. Le numéro 14, il s'agit de quelqu'un qui a travaillé avec Skottie Young en tant que scénariste. Et pareil, je suis tombé directement amoureux de son trait, de ses dessins, de sa patte. Il s'agit évidemment de Jorge Corona. Et oui, Jorge Corona,
que j'aime vraiment énormément, que je trouve qu'elle fait un travail dingue, complètement dingue, qui prend confiance de plus en plus. Et surtout, avec Scotty Young, je trouve qu'il y a vraiment cette association qui est folle. Là, de toute façon, ce que je vais vous présenter, c'est 3 œuvres de Scotty Young et Jorge Corona et Jean-François Beaulieu. Donc c'est même un trio, en fait. C'est vraiment une équipe qui se suit. Que ce soit sur Middle West, qui était vraiment un récit initiatique, j'en ai déjà parlé, qui est splendide, qui est magnifique sur l'hérédité des émotions, les gènes, peut-on s'en affranchir, peut-on y échapper, que peut-on faire pour fuir notre destinée, ou au contraire, doit-on la confronter, l'accepter et l'embrasser. Donc c'est vraiment quelque chose qui était à la fois très beau au niveau des concepts, et regardez-moi cette mise en forme, regardez-moi ces illustrations, ces compositions, ces planches de Jorge Corona, qui vraiment, moi, je trouve splendide. Regardez comme c'est beau. Et d'ailleurs, ça va clairement rappeler une autre série qu'ils vont faire plus tard, qui va s'opérer plus dans un univers de western. Mais vraiment, quand vous pouvez le voir, là, souvent les doubles planches, les décors, on a vraiment l'impression de voyager, qu'il y a de la vie dans ce comics. Et c'est vraiment ce que j'aime, moi aussi, c'est dans les différents dessinateurs que je vous propose là. Et encore une fois, je me rends compte, je pense à plein de dessinateurs que j'ai oubliés, ou que j'aime énormément aussi, et que j'ai pas pu inclure. Là, je pense à comme ça, parce que c'est un Jorge Jiménez, que j'aime énormément, notamment son travail sur Batman. Mais voilà, c'est quelqu'un où j'ai peut-être pas lu assez d'œuvres différentes, ou qui m'a pas ému de la même manière que par exemple un Jorge Corona que je vous présente là. Regardez ça, quoi. Que ce soit vraiment son association avec Jean-François Beaulieu, dessin couleur, que je trouve vraiment, qui met une tartasse dans la gueule, quoi. Non, c'est vraiment complètement dingue. Je trouve ça complètement fou et magnifique. Ensuite, ils ont fait, toujours tous les trois, Scotty Young, Jorge Corona et Jean-François Beaulieu, The Me You Love in the Dark, traduit par Celui que tu aimes dans les ténèbres. Même chose, on a quelque chose de vraiment très beau, très intimiste, très poétique, cette espèce de relation entre cet artiste et cette demeure mystérieuse, fantastique, qui quelque part serait-ce une entité, un esprit intangible mais réel. J'en perds la maîtrise du bouquin. C'était vraiment un récit que j'ai trouvé très beau, aussi bien pareil sur ce que ça raconte que comment c'est raconté. Comme vous pouvez le voir ici, Scotty Young, il laisse clairement s'exprimer son dessinateur. Et on a vraiment quelque chose qui est de plus en plus éthéré, qui bascule de plus en plus dans le fantastique, et on le ressent aussi à travers les dessins. Et on a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. De toute façon, Jorge Corona, il m'a convaincu maintenant depuis un petit moment. Et il a même fait des épisodes de Transformers. Alors je ne suis pas Transformers, donc je ne peux pas trop vous en parler. Évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, il s'agit de Ain't No Grave, qui est la dernière série qu'ils ont fait ensemble avec Scotty Young et Jean-François Beaulieu, toujours. Là aussi, quand je vous présentais tout à l'heure du Middle West, effectivement, il y a certaines planches qui peuvent clairement faire penser. Donc le Ain't No Grave numéro 1 ici. Regardez, alors déjà, l'habillage du single, vous êtes tout de suite dans l'ambiance, et ça, mine de rien, ils y sont pour beaucoup, Jorge Corona et Jean-François Beaulieu. C'est vraiment quelque chose, pareil, on a des contrastes saisissants au niveau des couleurs, quelque chose d'assez chaud, d'assez ténébreux, rouge et noir, à la fois les ténèbres et le sang. Et à côté de ça, on va voir quelque chose de beaucoup plus optimiste, donc vraiment ces contrastes, ils sont d'une efficacité folle. Et puis quand Jorge Corona veut vraiment nous faire voyager, il y arrive, à travers juste quelques cases successives, on a vraiment tout ce périple initiatique, ce périple presque épiphanique, qui est vraiment très beau. Moi j'ai vraiment, vous le savez, c'est une mini que j'ai absolument adorée, que je trouve qui est très intelligente et qui est parfaitement mise en forme. Alors c'est vrai qu'elle a rien de très original, c'est un récit que vous avez déjà lu, vous avez déjà vu, mais voilà, regardez-moi ça. Jorge Corona. Donc voilà, Jorge Corona qui est 14e du classement, j'avance un petit peu. On enchaîne avec mon numéro 13. Alors le numéro 13, c'est un artiste où je n'ai pas énormément d'œuvres, malheureusement, parce que j'ai découvert cet artiste avec Murder Falcon. Donc vous avez deviné, il s'agit de Daniel Warren Johnson. J'ai découvert avec Murder Falcon, que j'avais acheté, que j'ai eu dans la foulée, que j'ai adoré, mais qui m'a fait penser tout de suite à mon beauf, Toto, c'est à toi que je pense. Et donc je lui ai offert parce que j'ai pensé à lui, d'ailleurs il a beaucoup aimé, tant mieux. Et maintenant je suis un peu chagriné de plus l'avoir, mais heureusement Delcourt le ressort bientôt dans en plus une édition avec des pages en plus grand, donc formidable. Je vais évidemment craquer, parce que c'est un récit qui m'avait ému aux larmes, tout simplement, que j'ai trouvé magnifique, très beau, et magnifiquement dessiné, quoi. De toute façon c'est Daniel Warren Johnson, donc là je vous présente Dead Earth, où c'est vraiment, voilà, comment dire, vous avez tout Daniel Warren Johnson là-dedans, sa générosité, sa grandiloquence et sa science du mouvement.
Et quelque chose de très émouvant aussi, aussi dans ces personnages, dans leur expression faciale, qui est à la fois bourré d'émotions et bourré de défauts. On n'a pas forcément des premiers de la classe ou des top modèles, et c'est ça qu'on aime aussi. Mais regardez-moi ça, là, ce coup de pied de Diana, là, on sent le mouvement, on sent tous les débris, je sais pas comment dire, mais vraiment il y a quelque chose de frénétique, pareil, d'Harry Warren Johnson, je pense qu'il y a pas grand monde qui arrive à créer aussi bien le mouvement que lui. Je suis complètement tombé amoureux de son style. Je sais que il divise, hein, parce qu'il y en a qui aiment pas trop, notamment ses visages ou des choses comme ça. Mais je trouve vraiment que sa science de la narration dans l'art séquentiel, elle est folle. Et puis vous avez parfois des planches, mais regardez-moi ça, quoi, des planches qui sont absolument incroyables. Que je trouve qui sont splendides, quoi. Alors ça spoil, je vais peut-être pas la montrer, mais vraiment, ouais, c'est assez dingue. Je trouve que Dead Earth m'avait mis une sacrée claque, hein, de toute façon. C'est un grand artiste, un artiste complet, hein. Il raconte et il dessine ses histoires. Je n'ai pas encore lu Beta Ray Bill, mais j'ai vraiment très hâte. Donc voilà, j'aime énormément. Une autre, évidemment, série qu'il a fait, où il est très connu, c'est Do a Power Bomb. Alors évidemment, ça, c'est pas lui la cover, c'est James Aren. J'ai pas pu suivre la série en single parce que je me suis réveillé un peu trop tard. Donc j'attends une belle édition de Deluxe VO, sinon je prendrai la VF. Mais la VF, je suis pas fan de la cover qu'ils ont choisie, mais bon, c'est un détail. Donc évidemment, tout Powerbomb, c'est aussi magnifique. Daniel Warren Johnson, de toute façon, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il raconte des choses sur le death metal, sur le catch, sur justement Wonder Woman, mais finalement pour raconter autre chose, pour raconter quelque chose de très humain, souvent qui raconte des espèces de traumatismes qu'il va reprendre autrement. Voilà, c'est cette case-là que Urban a décidé de mettre en cover. Et vraiment, Daniel Warren Johnson, je trouve que ça fait fouillis, mais sans être bordélique. C'est plein de mouvements, c'est généreux, c'est tout ça, quoi. C'est Daniel Warren Johnson, j'aime énormément son style. J'aime tellement son style qu'évidemment, je prends des variantes cover. Notamment la numéro 1 de Napalm Lullaby, hein, où il n'est pas du tout dedans, hein, c'est de Rick Remender et de Bengal. Ça, c'est Daniel Warren Johnson. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici Hop. Non, après, c'est des variantes cover, évidemment, de Moon is Following Us, qui est la dernière série en date, qu'il co-dessine avec Riley Rossmo. Lui, il fait que certaines parties. J'ai pris les variantes cover quand même de Daniel Warren Johnson, que vous voyez là, avec le personnage de Brio, que j'aime énormément. Là, une variante cover que je trouve absolument splendide au niveau de la composition et comment elle est agencée. Et puis les deux dernières variantes cover également de Daniel Warren Johnson. Excusez-moi. Donc voilà, un dessinateur que j'aime énormément. Qui est évidemment assez haut dans mon classement, 13ème, j'avoue, alors que j'ai pas lu tant d'œuvres que ça, et ça peut être en contradiction avec le préambule que j'avais fait, mais vraiment c'est un dessinateur qui me cueille directement. J'ai envie de lire son Extremity, j'ai envie de lire Beta Ray Bill. En fait, tous les projets qu'il va faire, je pense que je vais le suivre. Il n'y a que Transformers où je ne l'ai pas suivi, parce que j'ai peu d'affinité avec les Transformers, mais peut-être que je vais changer d'avis, tellement j'aime cet artiste. On enchaîne avec le numéro 12. Le numéro 12, évidemment, c'est un dessinateur qui, là, pour le compte, représente plutôt bien le réalisme, et je pense que c'est un de ses meilleurs représentants. C'est évidemment Gary Frank. Gary Frank, là, je vous présente Superman Secret Origin, qu'il a fait avec Jeff Jones, qui va ressortir bientôt en DC Paperback, qui raconte un petit peu la jeunesse, finalement, de Clark Kent, son rapport avec Lex Luthor. Vraiment, c'est plus Superboy que Superman à ce moment-là. Donc on a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes, et comme vous pouvez le voir, Jeff Jones, c'est impeccable. Je trouve qu'il y a une grande maîtrise de la narration, de l'art séquentiel. Il est vraiment très fort pour faire les visages, pour faire les postures, pour faire vraiment quelque chose de complètement plausible. Même si, on peut être un tout petit peu chagriné sur la manière dont il fait le visage des enfants. Bon, c'est vraiment pour chipoter, parce que globalement, quand même, Gary Frank, ouais, non, c'est hyper efficace. Ça fonctionne du tonnerre. Donc voilà, là je vous présente donc Secret Origin, je vous disais, qu'il a fait avec Jeff Jones. Quelque chose d'autre qu'il a fait avec Jeff Jones, c'est évidemment Doomsday Clock. Doomsday Clock, dont par contre cette espèce de contrainte du gaufrier, mais vraiment qu'il a fait plutôt, franchement, avec merveille, quoi. Gary Frank, encore une fois, je trouve qu'il y a une certaine efficacité dans le dessin. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui arrive à bien synthétiser quelque part le super-héroïque assez réaliste. Que ce soit dans les visages, dans les expressions justement sur les visages, les postures, il y a vraiment quelque chose que je trouve
qui est hyper réussi de la part de Gary Frank, globalement. C'est un dessinateur qui fonctionne vraiment très bien. Regardez-moi ça, on a même ça à la fin qui va rompre un petit peu avec le gaufrier de manière volontaire et qui sert la narration. Non, non, franchement, Doomsday Clock, c'était quand même vraiment très beau. Quelque chose d'autre avec, j'ai complètement oublié de vous parler, qu'il a fait chez Marvel. Évidemment, Gary Frank, c'est le Hulk, son travail sur Hulk. Évidemment, de Peter David. Voilà, regardez, c'est très beau. Alors c'est vrai qu'avec différents ancrages ou différentes colorisations, on peut effectivement voir les différences, mais vraiment, Gary Frank avait fait un super boulot aussi sur Hulk, qui était vraiment très joli. Donc voilà, là je vous montre quelques planches, je ne vais pas manipuler énormément, parce qu'il est lourd l'omnibus de Peter David, c'est le volume 3, celui-là notamment. Donc voilà. Toujours Gary Frank, forcément, avec cette fois, toujours chez DC, ce qu'il avait fait sur Shazam, toujours avec Jeff Jones, hein, décidément, c'est pour ça qu'ils sont assez inséparables. On va les revoir un petit peu plus tard, notamment sur du créateur Owned, chez Image Comics. Le Shazam que j'avais trouvé vraiment hyper efficace. Le film, c'est à peu près l'adaptation du comics, hein, de toute façon, le premier film. On a vraiment quelque chose, une espèce de conte de Noël familial très sympathique, avec une base de super-héroïque et quelque part ce que devrait être le champion de Shazam, et vous avez la version attendue et la version corrompue, voilà, entre Black Adam et Shazam, ou Captain Marvel, c'est au choix. Donc voilà, vous le voyez, là, Gary Frank, c'est vraiment super efficace. Il a fait également, vous le savez, toujours chez DC, Batman Terrain. Batman Terrain, c'est évidemment aussi très efficace, c'est vraiment très beau. Il y a toujours du Gary Frank au top. C'est peut-être un de ses meilleurs travaux, là j'avoue. Terrain, c'était vraiment très impressionnant. Il y avait aussi des très belles splash pages, il y avait vraiment une maîtrise de la narration visuelle qui était assez bluffante. Notamment là, vous avez une petite présentation du pingouin. Non, c'est vraiment super. Et puis en plus, c'est un récit qui fonctionne hyper bien. Là, une double splash, hop, de Batman qui passe pas par la porte principale, visiblement. Non, mais voilà, je vous le dis, c'est vraiment très fort. Là, on a Gordon et Harvey Dent qui vont casser les gueules du criminel. Non, vraiment, c'est... Comme vous pouvez le voir là, ouais, c'est certainement, là, quand je suis en train de leur feuilleter, c'est peut-être le meilleur travail de Gary Frank, ce Batman Terrain, que vraiment, je trouve assez hallucinant. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait, évidemment, il a fait Geiger avec Jeff Jones, évidemment. Donc ça, c'est la première série, donc il y a 2 séries Geiger. Une première mini en 5 ou 6, je sais plus, je crois que c'est 6. Avec une petite BD de Junkyard Joe derrière, regardez, rigolo. Donc voilà, ça fonctionne bien, pareil. Là, c'est du post-apo, selon Jeff Jones et Gary Frank. Et là aussi, on sent que Gary Frank se fait énormément plaisir. De toute façon, c'est un duo qui fonctionne bien ensemble. Donc il y a souvent des splash pages, des doubles splash pages. Vraiment, on sent que Gary Frank, là, il est là pour se faire plaisir. Le récit est très aéré. Et ça fonctionne franchement bien. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté vite fait Junkyard Joe qui est également une série dessinée par Gary Frank, du coup. Même chose, et qui est franchement très jolie aussi, qui fonctionne très bien. Donc on commence au Vietnam. Là, vous allez avoir l'irruption justement d'une espèce de robot qui semble invincible, et qui va redonner un peu du baume au cœur, et qui va regonfler le moral des troupes. Et finalement, il y a un soldat qui va survivre de tout ça, et qui va faire des bandes dessinées justement sur Junkyard Joe, ce que je vous ai montré un petit peu après, qui va être une espèce de coqueluche un peu de tous les enfants. Donc vous voyez, Gary Frank, c'est d'une efficacité assez redoutable. Donc voilà, là je vous présente une magnifique cover sur Barney, voilà, de la 2e série Geiger, toujours. Et une variante cover sur Redcoat, parce que c'est pas Gary Frank qui est au dessin sur Redcoat avec Jeff Jones, c'est normalement Brian Hitch, mais là c'est bien lui qui a fait cette magnifique variante cover. Donc voilà pour Gary Frank. On enchaîne avec le numéro 11, qui n'est d'autre que Olivier Coipel, Cocorico, le français. J'aime énormément son style. Là, je vous présente évidemment ce qu'il a fait sur le run de Thor, que je trouve vraiment très beau, que je trouve assez bluffant. Vraiment, ce qu'il fait sur Thor, c'est super beau avec JMS, Joe Michael Straczynski. À la fois le costume de Thor, c'est à lui qu'on le doit. Et puis vraiment, je trouve qu'il a quelque chose de
à la fois dans les détails, dans les rondeurs. En fait, il a à la fois quelque chose de blockbuster et de très détaillé, de très beau. Vraiment, il est trop rare, Olivier Coipel, parce qu'à chaque fois qu'on l'a, c'est vraiment une régalade. Donc moi, j'aime énormément ses dessins. Même si là, on a un petit peu de tout le monde, je crois qu'on a aussi du Djurdjevic, donc on a un peu de tout le monde, parce que là, je suis pas sûr que c'était du Coipel, là, ce que je vous ai montré. Ça, c'en est, c'est sûr. Hop. Donc vraiment, je trouve que c'est superbe. Donc voilà, Olivier Coipel, malheureusement que je juge un tout petit peu trop rare, hein, parce que sinon c'est vraiment super beau ce qu'il propose. Hop. J'aime énormément. Donc à la fois son travail sur Thor, à la fois ce qu'il a fait, bah, évidemment, dans House of M, de Brian Michael Bendis. Pareil, que je trouve qu'il y a vraiment un travail assez somptueux de sa part. J'aime beaucoup. Le trop rare Olivier Coipel, qui effectivement, bah, vous le savez, il a bien bossé chez Marvel. Il a aussi, je vais vous le montrer après, bossé avec le Miller World. C'est aussi très beau. Donc, non, mais on a des planches. Hein. Regardez-moi ça, ces sentinelles. Très impressionnant. On a vraiment des planches que je trouve de toute beauté. De toute façon, c'est un récit que j'ai franchement aimé. Et pareil, je me demande si c'est pas House of M d'ailleurs que j'ai découvert en premier. J'ai peut-être découvert avant le run de Thor. Et ben, ouais, mais comme vous pouvez le voir, là, je trouve ça vraiment super beau. Vraiment très convaincant, Olivier Coipel. Et évidemment, bah, ce qu'il a fait, peut-être un des travaux que j'ai préférés de sa part, c'est Magic Order avec Mark Millar, dont je vous disais, dans le Millar World. Où là, je trouve qu'on a, pareil, peut-être, ouais, son travail le plus fin, sa maîtrise à la fois, je trouve, des visages, des compositions, est assez bluffante. Après, là, il travaille avec un autre coloriste, je crois. Faudrait que je regarde qui est aux couleurs, parce que c'est vrai que ça change beaucoup. Bah, c'est Dave Stewart. Hein. Je sais pas qu'il était sur House of M, je vous dirai ça après. Mais effectivement, je trouve vraiment qu'on a un travail assez stupéfiant de la part d'Olivier Coipel dans Magic Order. Je vous avoue, le fait que c'était un autre dessinateur ensuite, c'est ce qui fait que je n'y étais pas allé. Parce que vraiment, il m'avait bluffé sur cette série, encore une fois. Je trouvais qu'il arrivait à renouveler, en fait. On sentait sa patte, mais qu'il arrivait à renouveler son style, dessin après dessin. Là, vous le voyez sur les visages, par rapport à ce que je vous ai montré sur Thor avant, on n'a plus grand-chose en commun. Donc il y a vraiment ce côté presque réaliste et mélancolique hein, qu'il arrive à installer, en plus de l'épique et vraiment du frénétique qu'il arrivait à mettre. Quoi. Donc franchement, non, j'adore ce dessinateur. Donc Olivier Coipel, numéro 11 du classement. On arrive dans le top 10, enfin. Oui, c'est long, après je ne sais combien presque une heure de vidéo. On arrive dans le top 10 avec, bah évidemment, un grand dessinateur. Il s'agit de John Byrne. John Byrne, évidemment, pour ce qu'il a fait bah, chez les Uncanny X-Men, que je trouve absolument dingue. Cette modernité dans son trait, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui continue de me bluffer. Là, par exemple, il y a une planche que je trouve absolument folle. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette planche de Xavier, là. Ça, c'est d'une modernité folle, alors qu'on est en 1979. Donc, Byrne, encore maintenant, vous pouvez apprécier ses dessins, mais franchement, voilà, lui, bah, vous le connaissez, hein, forcément, de Shadow King, qu'on va revoir souvent dans New Mutants, dans pas mal de choses, dans notamment la série Légion, qui est une excellente série. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, là, John Byrne, que ce soit voilà, dans les moments épiques, dans les moments de conversation, les expressions de visage, les moments aussi grandiloquents, je trouve vraiment que John Byrne, il y a une modernité dans son trait qui est bluffante, quoi. Encore maintenant, hein, je trouve que ça vieillit très bien. Vous avez des dessinateurs comme ça fonctionne pas pour tout le monde, mais lui, franchement, moi je suis super bluffé. C'est vraiment super beau. Donc on a une petite apparition aussi de Spider-Man dessiné par Byrne. Non, mais vraiment trop cool, quoi. Hop. Je vais vous montrer encore 2-3 planches quand même. Parce que vraiment j'adore. Donc tout son travail, de toute façon pour moi, c'est le pinacle, c'est le summum de ce qui a été fait chez les Uncanny X-Men. Vraiment l'association Claremont-Byrne, c'est vraiment fou. Je trouve. Hop, je peux vous montrer encore 2-3 planches. Voilà, regardez-moi ça. Hop. Là, c'est dingue. John Byrne sur les Uncanny X-Men, c'est complètement fou. Ce qu'il a fait également sur Superman, je trouve ça dingue, notamment la mini-série Man of Steel. Vraiment, la série Man of Steel,
Je la trouve vraiment super belle. Je trouve que ça commence à Krypton. Vraiment, on a un Burn là que je trouve peut-être au summum de son art. Je le trouve incroyable. Comme je vous le disais aussi, il y a beaucoup de modernité dans son trait, beaucoup de... À la fois, c'est un dessin de son époque et c'est un dessin qui arrive à la fois à retracer l'époque dans laquelle il s'est fait, et puis je trouve, vous voulez, qu'il se lit encore parfaitement aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment une modernité, là on est en 87, je pense, quelque chose comme ça, qui fonctionne hyper bien, quoi. Donc vraiment, John Byrne, bah ouais, numéro 10 de ce classement, c'est complètement normal. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. Donc la mini Man of Steel qui est vraiment super aussi, qui est peut-être pas, et encore, hein, j'allais dire peut-être pas du niveau de année 1, mais enfin quand même, hein, c'est vraiment très impressionnant, quoi. Donc vraiment j'adore le travail de John Byrne au dessin sur Superman, il est aussi assez bluffant. Et même ce qu'il a fait ici dans le Superman Batman Generations, donc là je vous présente l'omnibus qui est sorti sous Multiversity présente. Bah là on va voir justement un petit peu toute l'évolution de son style, et je trouve ça assez hallucinant. Parce que là on est bien après, on est dans les années 90, mais encore là au départ, je trouve que c'est toujours aussi bluffant. Il y a un trait moderne quand il y en a qui s'enferment dans les Image Boys, les Jim Lee, des choses comme ça, qui font vraiment des choses surexagérées. Bah non, là on a un John Byrne que je trouve encore dans la maîtrise de son art. Alors on va voir qu'ensuite, ce sera pas toujours aussi beau. Mais là, ce qu'on voit, moi, je trouve que c'est hyper convaincant, quoi. C'est vraiment super beau. Et vous le savez, bah, peut-être pas, mais Superman Batman Generation, c'est un petit peu à l'instar de Life Story de Spider-Man, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu les super-héros vieillir en temps réel. Et du coup, ça nous propose un récit, bah, forcément, plus ancré dans ces époques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, et comment on peut s'affranchir de la continuité, ou comment on peut la rejoindre faisant ainsi. C'est vraiment très intéressant. Donc là, je vous présente les différentes minis. Et vous allez voir au fur et à mesure, franchement, que le dessin de Byrne, bah, il change un petit peu. Et effectivement, quand on arrive presque aux années 2000, bah là j'aime un petit peu moins. C'est aussi pour ça qu'il est que, entre guillemets, dixième, Byrne, parce que c'est vraiment un dessinateur hein, bah, que je trouve assez hallucinant, intemporel. Mais voilà, quand on arrive un peu plus tard, je vais vous montrer quand même, je trouve qu'on apprécie encore son trait. Mais que voilà, on sent que il n'y a plus forcément cette maîtrise. Voilà, la Joulena, c'était un ancrage très différent en plus. Mais globalement, John Byrne, voilà, c'est un artiste que j'aime énormément. Donc là, on voit hein, ce qu'il fait plus récemment dans les années 2000-2010. C'est quand même très différent de ce qu'il proposait au départ. Mais John Byrne, numéro 10 du classement. On arrive, on continue. On va continuer avec, cette fois, le numéro 9. Bah oui, il s'agit de Tim Sale. Forcément. Alors, excusez-moi, je range un peu les livres, c'est un peu le bazar. Voilà. Tim Sale, bah tiens, je vais vous présenter d'abord le récit qu'il a fait dans Batman Black and White, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Qui est très joli. Hop, regardez-moi ça. Je vais bien commencer par du noir et blanc. Ah, Tim Sale. Tim Sale, justement, je l'ai découvert évidemment sur un long Halloween. Et justement avec ces phases qui changeaient de narration avec cette incrustation de noir et blanc. Est-ce que je l'ai là? Hop, oui, il est là. Forcément, je vous l'ai déjà présenté dans la version DC Gelmos. Je ne la change pas puisque, bah voilà, c'est un grand souvenir. C'est quand j'ai découvert ce comics. C'est un des premiers récits Batman que j'ai lu. Enfin, juste après année, hein, vraiment, ça s'enchaînait, les deux s'enchaînaient. Donc c'était vraiment fou. Je trouve ça dingue, de toute façon, un long Halloween. Je trouve que dans les compositions sombres, c'est assez hallucinant. Alors Tim Sale, comme tout le monde, hein, je pense, le premier rapport avec Tim Sale, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dessin très bizarre, très chelou, limite moche. Et au bout de quelques pages, j'étais complètement conquis. Avec ces pages en noir et blanc, on y revient sur les scènes de meurtre, hein, avec juste la couleur de ce qu'il faut pour nous montrer certains indices en relief. Vraiment ce côté composition mi-caricature, mais vraiment quelqu'un qui arrivait à aller à l'essence même des personnages. Regardez-moi ce Joker, et ce sourire surexagéré, mais qui en est terrifiant. Cette Gilda aussi qui est terrifiée à côté. Non, là, vraiment la composition, l'agencement de ce que propose Tim Sale, bah, c'est assez hallucinant. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Bah évidemment ce qu'il a fait avec Superman sur For All Seasons est aussi dingue. Ça c'est je vous l'avais présenté aussi là, chez Semic. Et voilà ce genre de double page là qui contraste complètement avec bah, toutes les planches très sombres qu'il faisait autour de Batman. On a quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui respire, hein, qui est assez hallucinant. D'ailleurs il y a pas mal de double pages
dans For All Seasons qui nous permet vraiment de s'immerger complètement dans le travail de Tim Sale que je trouve remarquable, vraiment, en tout point. C'est super beau, la manière dont il dessine son Superman, la manière dont il dessine le Smallville. Voilà, regardez-moi cette mise en scène que je trouve absolument splendide sur la relation qu'il a avec ses parents. Non, monsieur Tim Sale, de toute façon, un grand monsieur, un grand dessinateur, évidemment. Il a également fait, scénarisé par Darwin Cook, Superman Kryptonite, qui est vraiment un très très bon récit aussi, qui n'est pas forcément le récit dont on parle le plus. Et là aussi, il y a un super travail de Tim Sale. Vous avez entendu que ça craque probablement parce que les éditions d'Urban, elles vieillissent pas forcément très bien, contrairement aux dessins de Tim Sale ou de John Byrne. Et maintenant, c'est super beau. Là, on a vraiment tout un récit un peu avec des dominantes vertes, puisqu'on va parler un petit peu de l'origine de la kryptonite. Ça aussi, c'est intéressant. C'est Lois Lane qui est magnifique. Enfin, c'est vraiment Tim Sale. Là aussi, c'est très beau, parce que souvent, à chaque fois, quand on revient sur les récits, il y a vraiment des incrustations de couleurs qui sont du plus bel effet. J'avais adoré ce récit, Kryptonite, Superman Kryptonite, dessiné par Tim Sale. Ça aussi, c'était vraiment très bon. Évidemment, je vais en parler rapidement, mais les suites de Allons Halloween, je vous en ai déjà parlé, ou les suites ou le travail des Ombres dans la nuit. Voilà, hop. Enfin, vraiment, Tim Sale, c'est superbe. Plus les planches sont grandes, plus on se rend compte de ses travaux, de ses compositions, de son trait, et vraiment de tout le travail qu'il a accompli. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Le Chapelier est fou. Non, mais c'est absolument dingue. C'est vraiment absolument dingue. Voilà, il y a des planches que je trouve qui foutent une sacrée claque, quoi. Encore maintenant, là, quand oh là là, à chaque fois, là, j'en prends au hasard, et regardez-moi ça. Non, mais Tim Sale, c'est vraiment un énorme artiste. C'est un génie. Évidemment, Amère Victoire, qui est peut-être mon récit préféré, pardon, du duo Jeff Lubb Tim Sale. Je dis bien peut-être, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Et là aussi, c'est splendide. De toute façon, voilà. J'aime énormément son trait. Comme vous l'avez vu, à la fois dans sa volonté, dans ses zones d'ombre, dans ses compositions, dans parfois aussi quand il veut raconter quelque chose de plus lumineux ou de plus tragique. Regardez-moi cette mise en scène incroyable de ce qu'il arrive évidemment à Dick Grayson avec ce Bruce Wayne témoin qui peut pas faire grand chose. Non mais vraiment, c'est complètement dingue. Regardez-moi ça, quoi. Non mais vraiment, c'est fou, quoi. Tim Sale, quel grand artiste. Voilà. Évidemment aussi le travail qu'il a fait chez Marvel. Alors j'ai pas tout, mais j'ai lu Daredevil jaune que j'avais vraiment trouvé très bien. Même si forcément, j'avais pas les refs un petit peu du personnage de Daredevil, notamment le personnage de Karen. Moi je connais pas très bien, même je connais pas du tout. J'avais jamais lu de Daredevil à part ce récit-là. Mais malgré ça, j'avais quand même vraiment été très touché par ce récit. Et encore une fois, du Tim Sale, au top. De toute façon, vraiment, quand on a appris à aimer cet artiste et à le découvrir, ensuite, c'est vraiment... à chaque fois, on se rend compte de son travail et vraiment de sa composition, de ses choix d'ombre, de lumière. C'est assez hallucinant. Et évidemment, là, on a carrément peut-être mon récit préféré de Tim Sale et Jeff Lubb, à savoir Spider-Man Blue, qui est absolument incroyable. Qui m'a ému aux larmes, que je trouve d'une intelligence folle, d'une beauté incroyable, et même, regardez-moi ça, ces dessins de Tim Sale absolument incroyables, et qui sont une espèce d'énorme déclaration d'amour à John Buscema notamment, à toutes les années Spider-Man, des années 70 notamment, avec la tragédie que va connaître le personnage de Gwen Stacy. Donc vraiment, non, mais superbe. Voilà, hop. Superbe Tim Sale avec un petit poster ici. Regardez-moi, comme c'est. Voilà, Tim Sale. Ah oui, je voulais juste, pour terminer, vous présenter, une des dernières covers qu'il a faites pour World's Finest numéro 2. Même s'il y a également les différentes covers de Last Halloween, puisque c'est lui qui les a faites. Ce projet qui est en sa mémoire. Voilà. Donc Tim Sale, numéro 9, grand dessinateur. Numéro 8, il s'agit de Barry Windsor Smith, bien sûr. Barry Windsor Smith qui a dessiné l'incroyable épisode Live Death que j'avais adoré. Donc là, voilà, c'est le single d'époque. Alors vous allez voir que la colorisation, forcément, elle a pris un petit coup dans la tronche. Mais vous pouvez quand même apprécier, je pense, le dessin de Barry Windsor Smith. Moi, je suis très très content de posséder ce single d'époque.
Alors évidemment, là je sais pas si ça va très bien se voir à la caméra, mais c'est vraiment un dessin que je trouve pareil, qui fourmille de détails, qui est très généreux, qui est très émouvant aussi, parce que vraiment voir cet Ororo Kupiroquois privé de ses pouvoirs, complètement démuni, je trouve qu'il l'a dessiné merveilleusement bien, qu'il dessinait cette relation d'amour naissante entre elle et Forge, bah, de manière très émouvante, très belle. Donc non, non, bah, vraiment très cool, quoi. Barry Windsor Smith, j'adore son style de toute façon. Voilà. Donc là, c'était notamment Live Def où j'avais vraiment appris à découvrir cet artiste, hein, que je trouve assez hallucinant. Alors, je vais le ranger tout de suite parce que je vais pas trop laisser traîner. La plupart de mes singles sont récents. Ce jeu est un petit peu plus vieux, hein, parce que ça date de 1984 quand même. Donc voilà, forcément il y a eu ensuite, hop, qu'est-ce que je peux vous présenter? Ah oui, son travail chez Valiant sur Archer and Armstrong, que j'ai trouvé absolument génial, et que j'ai trouvé très beau. En plus ça commence par voilà, une planche sur du basket. Donc ça j'étais plutôt content. Et c'était complètement délirant, Archer and Armstrong, vous le savez, ses frères de circonstances, enfin ce duo de circonstances on va dire plutôt que ses frères, entre quelqu'un qui veut refuser un petit peu de suivre sa tradition, enfin comment dire, sa responsabilité familiale, et l'autre qui est un immortel alcoolique et poète. Mais c'est vraiment très fun, très drôle, et regardez-moi ces planches de Barry Windsor Smith. Moi je m'en souviens, j'avais été bluffé, j'avais vraiment trouvé ça très beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de pareil, à la fois, comme je disais, de la fois détaillé et vraiment hyper subtil. Barry Windsor Smith, c'est un style qui m'a vraiment beaucoup ému. Que ce soit justement dans Live Death, que ce soit dans... qui m'a fait beaucoup rire aussi, qui m'a beaucoup plu dans Archer and Armstrong. Et puis, entre autres, dans l'œuvre que je vais vous présenter ensuite. Mais vraiment, Barry Windsor Smith, c'est un dessin assez frénétique que je trouve dingue, quoi. Que je trouve très beau. Donc il a fait aussi quelque chose sur le guerrier éternel, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, toujours chez Valiant. Vraiment son dessin que je trouve très beau, très fin, assez extraordinaire. Et notamment, peut-être son chef-d'œuvre. Je sais pas au niveau des dessins, évidemment Weapon X, que j'ai en Gallery Edition, donc en énorme format. Et je trouve que ça le mérite bien. Puisque vraiment, quand vous voyez les détails de ces planches, de tout ce qui arrive, évidemment à Wolverine, c'est assez fou. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas son style et je peux comprendre, mais c'est vraiment pour moi un style où on comprend complètement. Le dessin, il est fondamental dans l'appréciation de l'œuvre. L'arme X, donc Weapon X. Ouais, moi je trouve que voilà, Barry Windsor Smith, c'est peut-être son chef-d'œuvre. Je dis bien peut-être, parce que j'ai encore une autre œuvre à vous présenter, que j'ai feuilletée et que je trouve absolument incroyable, mais que je n'ai pas encore lue. Rien qu'au niveau du dessin, elle méritait d'être mentionnée. Je pense que vous l'avez deviné, pour la plupart. Là, je vous présente encore quelques grandes planches de Weapon X. Il s'agit évidemment de Monstres, évidemment, chez Delcourt, que je n'ai pas encore lu, mais alors que j'ai feuilleté un petit peu. Et alors là, au niveau du dessin, grosse claque. J'ai pas non plus lu, je ne possède pas les Young Gods, les Freebooters, qu'il a pu faire un petit peu ici et là. Mais vraiment ça, je trouve que c'est complètement dingue. Dans le choix des planches, il y a des choses qui sont beaucoup plus claires, qui ont l'air beaucoup plus enjouées, des choses qui sont beaucoup plus sombres, et qui ont l'air franchement terrifiantes. Non mais c'est vraiment absolument splendide, un noir et blanc complètement maîtrisé. J'ai vraiment très hâte de lire ça. Même si on m'a dit que c'était quand même une lecture assez choc et marquante. Écoutez, je me préparerai, mais vraiment, c'est... Waouh, au niveau du dessin, Barry Windsor Smith, entre Monstres, Archer and Armstrong, Live Death ou Weapon X, quel grand maître, quoi. C'est vraiment un grand artiste. On continue avec le numéro 7. Numéro 7, il s'agit de Georges Pérez, bien sûr. Georges Pérez, qui est aussi un artiste que j'aime énormément. Là, je vous présente d'abord son Crisis on Infinite Earth, évidemment, qui est peut-être la première œuvre vraiment où j'ai rencontré Georges Pérez. Donc Crisis on Infinite Earth, vous le savez, c'est un event d'ici qui va être fondamental, qui va tout changer, littéralement. Et Georges Pérez, c'est vraiment quelqu'un qui, plus il y a de personnages sur une planche et sur une double planche, plus il est content. Il adore ça, il va en dessiner partout. Vous avez parfois, comme vous pouvez voir, beaucoup de cases sur une planche. C'est vraiment quelqu'un qui, plus il y a de personnages à dessiner, plus il était content. Et il y a vraiment ce côté aussi très grandiloquent, très épique. Moi, je suis très impressionné aussi par ce dessinateur, Georges Pérez. Tous les travaux qu'il a fait, franchement, m'ont convaincu. Que ce soit Crisis on Infinite Earth, comme vous pouvez le voir. Que je pense qu'il faut lire et relire, parce que c'est vraiment quelque chose
de très agréable, mais quand même très dense et très exigeant. Que ce soit l'œuvre que je vais vous présenter ensuite, à savoir, j'en ai déjà parlé, son Wonder Woman, évidemment, qu'il a dessiné et scénarisé, en tout cas pour les 24 ou 25 premiers épisodes. Ensuite, il continue à le scénariser, mais c'est plus lui qui dessine. Il y en a vraiment quelque chose qui est vraiment très beau, en rapport direct avec la mythologie grecque au départ, avec les déesses, avec Hermès, avec Hercule, avec vraiment toute cette histoire des Amazones, à la fois de ces bracelets qui symbolisent leur soumission et le devoir de mémoire, mais avec aussi ce rapport ensuite avec la ville de Boston. La ville de Boston et voilà, avec la famille Capatelis notamment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très dense. C'est qu'en général, vous avez rarement 3 cases par planche avec Georges Pérez. Il va essayer d'en mettre le plus possible. Et de temps en temps, s'il peut avoir une ou deux planches chorales, ou même de décors, comme vous pouvez le voir ici. Voilà l'Olympe, selon Georges Pérez. C'est plutôt appréciable. Donc, non, il y a vraiment des trucs que je trouve très bien. De toute façon, Georges Pérez, je l'ai déjà dit, mais je trouve que si vous voulez raconter quelque chose d'épique, de grandiloquent, de majestueux, c'est une bonne idée de faire appel à lui, comme vous pouvez le voir là par exemple, sur cette connecting cover qui est vraiment splendide. Donc Georges Pérez, grand artiste, de toute façon. Je vais vous présenter également là du coup ce qu'il a fait avec Kurt Busiek, ici, ses Avengers, évidemment. Donc là aussi c'est complètement dingue. C'est vraiment quelqu'un qui aime, comme je vous le disais, je vais essayer de faire plein de galeries de personnages. Mais c'est vraiment un style que je trouve super beau. Super beau. Si je peux vous retrouver ça, parce qu'il y a un moment où j'ai vu en feuilletant, comme d'habitude, il avait fait une sacrée galerie de persos. Évidemment, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve plus, ça vous en doutez. Mais ouais, non, le run sur les Avengers, je l'ai pas encore lu, mais pareil, je l'ai parcouru, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Voilà, Georges Pérez, comme je vous le disiez, c'est très dense, c'est très beau. Il y a souvent des personnages un peu dans tous les sens. Hop, là par exemple, une petite splash avec quelques persos. Mais voilà, il peut faire mieux, on le sait. Je sais pas si je vais vous trouver ça, mais en gros, voilà, tiens, hop, regardez-moi ça. Voilà. Ah ça, je trouve ça complètement dingue, par exemple, vous voyez. Non, Georges Pérez, c'est vraiment un génie. C'était vraiment quelqu'un qui a fait, je pense, quelque chose d'assez incroyable. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de Georges Pérez? Non, c'est à peu près tout. Oui, j'aurais pu vous montrer, mais là j'ai recouvert de plein d'autres bouquins. Future Imperfect, évidemment, ce qu'il a fait avec Hulk, qui était vraiment très beau aussi. Mais là, il va falloir que j'avance un petit peu, parce que la vidéo est interminable. On enchaîne avec le numéro 6. Le numéro 6, c'est Dan Mora, bien sûr. Alors Dan Mora, j'ai beaucoup de choses à vous présenter en plus. Dan Mora, je l'ai évidemment découvert avec la série de Boom Studios, Once and Future, scénarisée par Kieran Gillen. Voilà, Dan Mora, je trouve que c'est hallucinant. C'est un peu celui qui va représenter le dessin blockbuster moderne, à savoir quelque chose à mi-chemin entre le cartoony et le réaliste, mais qui pour moi saisit parfaitement l'essence des personnages à chaque fois. Là, il y a une grand-mère qui est absolument incroyable et badass. Elle est parfaitement dessinée, ses petits sourires narquois fonctionnent très bien. Voilà, les expressions faciales sont hyper convaincantes. Il arrive à s'adapter à toutes les ambiances en plus. Là, on a vraiment un récit sur le mythe arthurien, mais redéfini de manière moderne. C'est vraiment génial. C'est un jeune homme qui a juste envie de mener une vie à peu près normale, qui est rattrapé un peu par l'histoire de sa famille, et notamment par l'intermédiaire de sa grand-mère. Non, mais c'est une super série, puis comme vous pouvez le voir, magnifiquement illustré par Dan Mora. C'est super beau. Donc c'est comme ça que j'avais découvert cet artiste. Donc voilà. Ensuite, Dan Mora, il a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Bien sûr, le détective comics de Mariko Tamaki. C'est lui qui était au dessin. Je vais vous montrer un petit peu. Mais c'était déjà très convaincant de toute façon. Donc Dan Mora, c'est ça, c'est quelqu'un qui peut vraiment, quels que soient les types de super-héros, quel que soit le récit, le type de récit qu'il va raconter, qu'il soit sombre, lumineux. Vous voyez là, le Batman, ça fonctionne parfaitement. On va voir que plus tard, il travaille sur du Superman et ça fonctionne tout aussi bien. Donc évidemment, le choix du coloriste qui l'accompagne va être fondamental, mais on voit que Dan Mora, franchement, c'est vraiment un grand artiste, quoi. Voilà, donc ça c'était pour son Detective Comics. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Tac. Oui, au moins ces 3 covers là, qui sont vraiment des covers qu'il a fait sur Dark Crisis on Infinite Earth, le numéro 7,
Et je trouve qu'il représente très bien les personnages. Donc là, vous avez Superman, Batman, hein, que je trouve super beau, quoi. Ensuite, du petit Green Lantern Flash. Oui, j'ai pris 3 fois le Dark Crisis on Infinite Earth 7, hein, juste pour ça, hein, pour les covers. Et là, Wonder Woman, Aquaman. Mais vraiment, je trouvais que, voilà, ça je l'encadrerais bien à un moment. Je trouve que Dan Mora, c'est parfait, en fait, sa manière d'iconiser, de présenter, d'aller à l'essence même des personnages. Je trouve que c'est assez bluffant. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a évidemment fait Shazam. Shazam, évidemment, avec Mark Waid, qui est une série qui a compté 21 numéros, mais il n'a pas fait les 21 numéros au dessin, hein. Je sais plus combien il en a fait, peut-être une douzaine. Je sais plus s'il a fait les 2 premiers arcs. J'arrive pas à me souvenir exactement, mais vraiment tout ça pour dire que c'était vraiment excellent. Shazam, c'est vraiment très chouette, avec notamment ce dinosaure très à cheval sur l'administration. Mais non, mais ça fonctionne parfaitement. Dan Mora, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, quelle que soit la série sur laquelle il est, ça fonctionne hyper bien. Regardez-moi cette planche, superbe. Qui fait un petit peu penser justement à la planche que je vous avais montrée de John Byrne sur Charles Xavier tout à l'heure. Mais vraiment, l'iconisation d'Anne Mora, c'est quelque chose qu'il fait parfaitement, quoi. Il y arrive très bien. Pareil, évidemment, toujours avec Mark Waid, Batman Superman World's Finest. Donc ça, évidemment, c'est le numéro 1. C'est vraiment quelque chose, on en est au 36, 38, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, c'est le crossover avec la GLU, We Are Yesterday. Mais vraiment, Dan Mora, c'est vraiment un grand. Je pense que c'est peut-être celui qui représente le mieux un petit peu la période moderne. Hein. Celui qui représente le mieux le comics blockbuster, en tout cas le dessinateur blockbuster de comics, des Big Two notamment. Comme vous pouvez le voir là, que ce soit des scènes d'action, des scènes intimes, je trouve que ça fonctionne parfaitement, quoi. On l'a vu tout à l'heure, que ce soit du Batman ou du Superman, tout fonctionne très bien avec Dan Mora. Donc il est vraiment super fort. Alors je vais pas vous présenter toutes ces séries parce que ça prendrait trop de temps. Évidemment récemment il a fait quoi? Il a fait Absolute Power en 4, hein, vous le savez. Voilà, cette lutte contre Amanda Waller, hein, qui veut un petit peu démunir les super-héros de leurs super-pouvoirs. Il a évidemment fait la série Superman. Il est arrivé sur le titre Superman avec Joshua Williamson au numéro 19. C'est super chouette aussi. Il est arrivé évidemment sur la Justice League Unlimited avec Mark Waid toujours. Même si après, c'est plus forcément lui lors du crossover, mais voilà. Et il faut aussi des variantes cover pour Boom Studios, qu'il n'oublie pas, parce que c'est un petit peu Boom Studios qui l'a révélé au grand jour, avec notamment cette variante cover de Dan the Mall, de Simon Spurrier et Charlie Adler, je sais plus lequel c'est, je crois que c'était le numéro 5, je suis pas sûr. Et aussi le numéro 5, une variante cover de Man's Best. Voilà, donc Dan Mora continue à approvisionner Boom Studios en variante cover de temps en temps, parce que ça se vend, la preuve. Donc voilà, Dan Mora, non, c'est pas tout. Il y a également, effectivement, ce qu'il a fait avec Grant Morrison. Klaus, bien sûr, qui fonctionne très bien aussi, qui est vraiment très beau. Sur un petit peu une redéfinition d'un personnage lié à Noël, hein, une sorte de Père Noël, mais très badass. C'est vraiment très beau, c'est très frais, c'est une lecture très agréable, du Morrison complètement accessible, par ailleurs. Mais vraiment, au niveau dessin, comme d'habitude, Dan Mora, de toute façon, c'est rare qu'on ne le trouve pas convaincant. Et en plus, ce dont on n'a même pas parlé, c'est à quel point il est prolifique, quoi. C'est-à-dire que pendant des mois et presque des années, il a réussi à proposer 2 séries par mois, quoi. Il y a un moment, il était et sur Shazam et sur World's Finest, à un moment, il était et sur Superman et sur la Justice League Unlimited. Non, c'est vraiment très impressionnant ce qu'il peut proposer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est toujours aussi beau, quoi. C'est Dan Mora, donc j'aime énormément. Dan Mora, numéro 6. On arrive dans le top 5. Ouf, on va y arriver. Numéro 5, c'est donc Frank Whiteley. Évidemment, Frank Whiteley, je sais pas pourquoi je vous présente ça, mais c'est le numéro 1 de The Ambassadors qu'il fait avec Mark Millar. Donc c'est quelque chose, peut-être un de ses derniers travaux qu'il a fait, mais évidemment, la première œuvre qu'il m'a fait découvrir Frank Whiteley, c'est évidemment les New X-Men. Les New X-Men, alors ça, j'oublierai jamais. Notamment, ce tout début où on est vraiment avec Cassandra Nova, on est avec Bolivar Trask. Je crois que c'est Bolivar Trask, hein, je crois pas que c'est Simon, justement. Et on va nous raconter un petit peu toutes ces évolutions, tout ce qui va arriver à Genosha. Vraiment quelque chose que je trouve assez fou. De toute façon, j'ai découvert vraiment ce dessinateur qui m'a parlé, qui m'a ému directement. Alors je sais que il divise énormément, hein, certains l'appellent la tremblote, hein. Mais moi, je l'aime d'amour, ce dessinateur. Je le trouve hyper fort dans ce qu'il propose. Je le trouve très convaincant. Soit dans ses compositions, dans l'alchimie qu'il a souvent avec Grant Morrison, en plus, parce qu'ils ont souvent travaillé ensemble.
Non, vraiment, j'adore Frank Whiteley, ce qu'il propose. Donc voilà, pour New X-Men notamment. Ce qu'il a fait également, bon, on va rester peut-être chez DC, avec toujours avec Grant Morrison sur Justice League, l'autre Terre. Alors, je sais plus comment c'est en VO, ça, j'ai un petit doute. Ça s'appelle JLA Earth 2, tout simplement, l'édition de luxe. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je trouve super beau. C'était un petit peu avec je crois, le syndicat du crime, qu'on va revoir plus tard dans le Justice League de Jeff Jones notamment. C'est un petit peu les opposés de nos super-héros. En fait, c'est leur semblable, mais en étant complètement perverti et corrompu. Bah voilà, Frank Whiteley, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très beau. Il y a quelque chose qui me touche au plus profond de moi à chaque fois que je lis du Frank Whiteley. Je reconnais que c'est pas forcément le dessinateur techniquement le plus irréprochable. Il y a toujours quelque chose dans ses planches qui me touche directement, qui me parle, et qui font que ça arrive à me conquérir pardon, à chaque fois. Donc voilà, toujours chez DC, évidemment, comment ne pas parler de son run sur Batman, du run de Grant Morrison sur Batman, avec cette cover de Frank Whiteley, qui est absolument incroyable, avec vraiment tout le début, que je trouve génial, que je trouve fou, que je vais vous montrer, regardez-moi ça. Voilà, bon moi quand je lis ça c'est pareil, ça doit être une des premières œuvres que j'ai découvert aussi de Frank Whiteley, quand je lis son Superman, son Batman et Robin plutôt, qu'est-ce que je raconte Superman, son Batman et Robin, j'ai trouvé ça hallucinant quoi. Et j'adore vraiment son style de dessin. Je l'aime énormément. Donc voilà, Frank Whiteley, je vais essayer d'aller vite, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Mais regardez-moi ça quoi. C'est super beau. Donc j'adore Frank Whiteley, All Star Superman, évidemment. Je vous en ai déjà parlé, mais une des planches qui m'a le plus marqué. Ça, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, de All Star Superman. Donc Frank Whiteley, encore avec Grant Morrison, c'est vraiment un duo qui ne se quittait pas. Et ouais, cette planche-là, voilà. En 4 cases, 5, il faut que j'apprenne à compter. En 5 cases, il y a vraiment tout qui est parfait dans cette révélation. Je trouvais assez folle. Non, mais vraiment, voilà, Frank Whiteley, j'adore son travail. Donc là, sur All Star Superman, hop, qu'est-ce que je peux vous présenter encore encore du All Star Superman, oui, voilà. Allez, une dernière planche de Whiteley sur All Star Superman, magnifique. Évidemment, chez Image, allez, chez DC encore, pardon. Oui, Multiversity, parce qu'il a fait évidemment, je sais plus comment elle s'appelait cette mini, Americana, quelque chose comme ça. Je vais vous retrouver ça, si j'y arrive. Hop. Voilà, c'est ça, c'est Pax Americana. Avec en plus des planches choc sur un assassinat et sur vraiment un découpage de cases, qu'il fait beaucoup comme ça, qu'il va également faire chez Vertigo dans une œuvre que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais voilà, Frank Whiteley, encore une fois, avec Grant Morrison. C'est vraiment un duo qui est hyper efficace pour moi. Vraiment, quand ils racontent une histoire tous les deux. Ça, je vous en ai déjà parlé, Multiversity, mais il y a vraiment tout un côté méta. Beaucoup. Sur justement le pouvoir du comics, le comics à l'intérieur du comics que vous lisez. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui, pour moi, fonctionnaient très bien. Et voilà, vous reconnaissez là toutes ces cases sur... vraiment, c'est quelque chose que Frank Whiteley fait souvent et faisait déjà. Notamment à l'époque de We Free. We Free, là je vous présente l'édition de chez Panini, qui est vraiment un grand format franco-belge, quoi. Et avec notamment des planches que je trouve folles. Donc là aussi, déjà, il utilisait pas mal ce côté plein de petites cases. Donc là, vous avez les grandes cases, mais vous allez voir qu'après, notamment pour des choses de vidéosurveillance, donc ça parle de trois animaux armés. Regardez, c'est magnifique. Pour moi, c'est peut-être le plus beau travail de Frank Whiteley. Donc c'est vraiment très beau. Donc je vais arriver sur ces mini-cases, je pense, là, voilà. Et voilà. Et ça, je peux vous dire qu'en petit format, c'est peut-être pas l'idéal, mais là, ça fonctionne très bien. Sur le côté vidéosurveillance, et on voit vraiment tout ce qui s'y passe. C'est plutôt malin. Et notamment des splash pages, regardez-moi ça. Que je trouve vraiment superbe. La Frank Whiteley, c'est peut-être vraiment, pour moi, sa plus belle œuvre. J'ai trouvé ça splendide. Alors ça se lit très vite, il y a très peu de dialogue forcément. Mais c'est vraiment très beau. À la fois ces avis de recherche que je trouve très malins, ces planches de paysages qui sont à couper le souffle. Et souvent ces doubles pages comme ça, vraiment
qui m'ont marqué. De toute façon, c'est une œuvre qui m'a marqué. Avec notamment, voilà, il y a certaines scènes comme ça que je trouve folles. Il y avait notamment une attaque du chat. Je vais au moins vous montrer cette planche-là avant de vous laisser tranquille avec Frank Whiteley. Que je trouvais dingue, complètement dingue. Est-ce que je vais la retrouver? Je pense que oui. Bon, je la retrouve pas tout de suite. Ça, c'est un petit spoiler. Hop. Je ne l'ai pas forcément retrouvé, tant pis. Mais c'est vraiment très beau. Allez, je vous montre la dernière planche là. Hop. Ah, c'est super beau. Vraiment assez dingue. Refree, qui est peut-être, comme je vous le disais, le travail que j'ai préféré de Frank Whiteley. Ah là voilà. Bon, c'est bon. Avec l'éclair derrière, à côté Dark Knight Returns, que je trouve complètement dingue. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça. Refree, Frank Whiteley, peut-être son plus beau travail. Un autre travail que j'ai beaucoup aimé de sa part, c'est évidemment Jupiter's Legacy, qu'il a fait avec Mark Millar également. Que j'avais bien aimé. Alors je sais que je crois que Neo notamment n'avait pas forcément apprécié les dessins. Après, si c'est son premier Frank Whiteley, je comprends complètement. Frank Whiteley, il faut mettre un peu de temps avant de s'y faire, je pense. Moi, comme je vous le dis, c'est vraiment un dessinateur que j'aime énormément et que j'apprécie grandement. Donc voilà. Numéro 5e de mon top, Frank Whiteley. J'arrive même pas à vous laisser tranquille avec Frank Whiteley alors que tout le monde dit je ne supporte pas, ton dessinateur passe au 4. Allez, je passe au numéro 4, vous avez raison. Et le numéro 4, il s'agit évidemment de Javier Rodriguez. L'extraordinaire Javier Rodriguez. Je vous présente la Treasury Edition qu'il a fait avec Mark Waid, History of the Marvel Universe. Alors ça, c'est complètement dingo. C'est-à-dire que ça nous raconte vraiment l'histoire de l'univers Marvel. Mais regardez-moi ces planches. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Javier Rodriguez, bonjour monsieur. Vous avez un certain talent. Hein. Regardez ça, quoi. C'est ma boule. C'est ma boulissime. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il est très possible que je suive ce dessinateur dans ses différents projets. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il fasse aussi History of the DC Universe, apparaître en mois de juin. Bon, ce sera dans un premier temps, je crois, Jerry Ordway. C'est pas dégueu, Jerry Ordway, hein, non plus. Hein, mais bon, il n'est pas dans mon top 20, et c'est pas Javier Rodriguez, quoi. Mais là, voilà, comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment... on a des choses incroyables. Donc au niveau des compositions, là, il se fait plaisir. Au niveau des planches, vous pouvez le voir, hein, que ce soit la plupart des galeries des super-héros, qui est vraiment représenté de manière époustouflante. Hein. Regardez-moi ça, souvent des doubles pages, hein, des doubles planches comme ça. Et Javier Rodriguez, pour moi, c'est tout le temps ça. Hein. C'est complètement dingue. Donc voilà, ça c'était The History of the Marvel Universe. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que voilà, le temps nous manque. De quoi je peux vous parler également? J'ai plein de choses. Bah oui, Defenders, voilà, merci Hadas, sans toi, j'aurais pas découvert cette série, cette mini, enfin c'est deux mini d'ailleurs, Defenders et Defenders Beyond. Mais c'est pareil, hein, là c'est un petit peu dans le même délire, c'est-à-dire quelque chose d'assez grandiloquent et au niveau des compositions, quelque chose de très original. Forcément là on va être dans la magie, on va être dans l'exploration même des différents... des différents univers, des différentes entités des univers Marvel. Donc, forcément, il faut être à la hauteur au niveau du dessin et de la proposition graphique. Comme vous pouvez le voir ici, avec notamment ces incursions de couleurs, quelque chose qu'on va revoir un petit peu plus tard dans une autre série. Non, mais franchement, Javier Rodriguez, moi, il me bluffe. Hein. Il me bluffe à chaque nouvelle proposition graphique. Je suis stupéfait. Et je suis complètement conquis. Donc voilà, il a également fait, donc, comme je vous disais, Defenders Beyond, c'est du même acabit. Il a fait récemment la mini Zatanna Bring Down the House, aussi, en 5, dans le Black Label, scénarisé par Mariko Tamaki. Donc là, je vais vous montrer quelques planches, pareil. Voilà, c'est des Javier Rodriguez, donc forcément, on va faire appel à lui pour faire quelque chose de assez spectaculaire, majestueux, grandiose. Et pour ça, vous avez fait appel au beau dessinateur, quoi. Vraiment, Javier Rodriguez, il a fait récemment Absolute Martian Manhunter avec Dennis Camp au scénario. Pareil, je vous en ai pas mal parlé, notamment des 2 premiers numéros qui sont d'énormes coups de cœur. Et aussi, non seulement la proposition graphique, le fait que tout peut se mélanger et se superposer, à la fois au niveau de l'esprit, et du coup, il en joue aussi avec les dessins, que ce soit les... est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce que c'est des illusions? Est-ce que c'est
C'est quelqu'un qui s'est parmi voilà, d'une explosion. Donc voilà, il a été pas mal secoué en fait. Il s'est retrouvé au mauvais endroit lors d'un attentat. Ou est-ce que tout simplement, bah, c'est son cerveau qui lui joue des tours. Donc vraiment, Javier Rodriguez, que je trouve absolument brillant. Il y a un côté très psychédélique, mais souvent on arrive à trouver les récits qui sont bien associés avec son style et qui font, pour moi, qui font des merveilles, quoi. On enchaîne avec le top 3. Le top 3, le numéro 3. Il ne s'agit de nul autre que G.H. Williams III. G.H. Williams III, qui a d'abord, j'avais découvert son travail sur Sandman Ouverture, bah, qui était fou. C'est vraiment un travail complètement dingue au niveau des compositions. Attendez, bah regardez, je vais vous montrer d'abord ça. Ça, c'est déjà très beau. Et ensuite, je sais pas si je vais réussir, mais on a des pages qu'on peut déplier en fait. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Tac. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Mais voilà. Vous avez des dépliants comme ça qui sont du plus bel effet. Et au niveau de la composition, G.H. Williams III, c'est un malade. Hein. C'est vraiment un malade. Il y a plein de pages comme ça. Vous allez le voir aussi sur d'autres œuvres. Souvent, il travaille la splash page, la double splash page, les compositions qui se font de manière presque naturelle. Regardez-moi ça. C'est vraiment dingue. Je pense que c'est un des plus beaux travaux que j'ai jamais vu faire de quelqu'un. Ça sent que G.H. Williams III, il me bluffe. Hein. Que ce soit dans tous ses travaux proposés. Je sais pas. Ah non, là, je l'ai plus accessible aussi, mais il a fait un travail assez incroyable sur Seven Soldiers of Victory aussi. Ouais, non, je l'ai plus là. Malheureusement. Où il essayait de singer différents styles de différents dessinateurs. Waouh! Et à chaque fois, ce qui saute aux yeux, c'est ses compositions. C'est vraiment la richesse de ses compositions. Regardez-moi ça. Non, mais à chaque fois, je suis sur le cul, hein, excusez-moi. Mais... La richesse de ses compositions, le génie, l'inventivité de ce qu'il peut proposer. Ouais, c'est vraiment dingue. Je vous remontre si j'y arrive, hein, parce que là, ça va pas être facile non plus. Voilà, à peu près. Non, bah c'est complètement dingue. Donc voilà, G.H. Williams III sur Sandman Ouverture, pardon. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Hein. Je vous montre pas tout parce que mais c'est tout le temps comme ça. C'est complètement ma boule. Donc bah ça, c'était une des œuvres qui m'a le plus impressionné de sa part. Il y a évidemment tout le run qu'il a fait sur Batwoman. Là, je vous présente l'omnibus, mais vous pouvez avoir quasiment l'intégralité dans Batwoman Elegy, je crois. Et même chose, vous avez toujours des compositions toujours aussi maboules, hein, que ce soit voilà, où il joue vraiment avec les splash pages, double splash page, les compositions et la colorisation. On a vraiment un truc qui fait mouche, quoi. Moi, je trouve vraiment G.H. Williams III, c'est un grand artiste. Encore ce qu'il a proposé en plus récemment, là, vous allez voir dans Echolands, c'est complètement dingue aussi. Même si on attend toujours la suite, hein, de manière très... Je suis très impatient, j'ai hâte de voir la suite, mais bon, évidemment, ça prend son temps, parce que quand on propose des planches comme ça, que voulez-vous? Ça prend un petit peu de temps. Donc, j'ai vraiment trouvé ça dingue. Et encore une fois, de temps en temps, il fait d'autres styles. Vous voyez, ça, c'est toujours lui. Hein. C'est lui, mais qui fait dans un autre style. Donc, non, mais c'est assez dingue. Donc, voilà pour G.H. Williams III. Comme je vous le disais, il y a aussi forcément... Echoland, qui est sorti aussi en VF, là c'est la version VO de Panini, la version VO de Image Comics, décidément, je suis un peu fatigué. Et comme vous pouvez le voir, c'est très grand. Donc je peux même pas trop vous montrer parce que vous allez passer à côté de beaucoup de planches. Mais là il y a vraiment plein d'effets et le format à l'italienne, il est complètement pertinent. Et il y a plein d'effets visuels différents là aussi, c'est complètement dingue. G.H. Williams III, c'est vraiment une expérience et vraiment une expérience graphique et des tentatives artistiques qui sont dingues. Enfin, des tentatives, des réussites même. Hein. Franchement, quand on voit ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, Echolands, pareil, ouais, j'ai hâte d'avoir la suite, mais je sais pas si on est prêt, si on va l'avoir de sitôt, quoi. Comme je vous le disais, il y a vraiment plein de styles hein, qui sont un petit peu mélangés, qui sont superposés. Vous avez du noir et blanc, vous avez du cartoony, vous avez du réaliste, hein, parce que vous avez vraiment ces personnages hein, qui viennent d'un peu partout. Et du coup, c'est un style absolument dingue, quoi, complètement ma boule. Donc voilà pour Echolands de G.H. Williams III, qui était numéro 3. On arrive au numéro 2. Le numéro 2 n'est d'autre que Chris Samnee, bien sûr. Alors je vais essayer d'aller vite.
Chris Samnee, alors je vais commencer peut-être par... allez, on va commencer par Firepower, qui est une de mes œuvres préférées, vous le savez. Donc Robert Kirkman au scénario, mais c'est Chris Samnee au dessin, et Matt Wilson à la colorisation. On a quelque chose que je trouve très beau. Chris Samnee, je trouve ça incroyable, tant au niveau des décors qu'au niveau, regardez-moi ça, d'expression, d'émotion sur les expressions faciales, que je trouve vraiment hyper palpable. Moi, c'est quelqu'un qui m'émeut à chaque dessin. Chaque planche, je pourrais la regarder des heures. Chaque œuvre de Chris Samnee me donne envie de relire ses dessins, en fait. C'est complètement dingue. C'est que c'est à la fois quelqu'un qui peut faire dans l'intimiste, qui peut faire dans le grandiloquent. Bon, dès qu'il y a des scènes de basket, je suis obligé de vous les montrer. Mais voilà, il y a aussi des doubles pages qui sont dingues. Alors évidemment, à chaque fois que j'en réclame une, j'en ai pas. Mais assez fréquemment, il y a des doubles pages dans Firepower qui sont superbes. Voilà, c'est pas une double page, mais c'est quand même très beau. C'est au niveau de l'art séquentiel, au niveau de l'action, au niveau des émotions sur les visages. Je le trouve vraiment dingue, Chris Samnee. Voilà, j'ai eu ma double page. Il est vraiment trop fort. Je crois que dans le top 5, vous avez beaucoup plus de double pages dans Firepower. Des trucs qui sont assez dingos, de mémoire. Ou même ça, regardez-moi ça, quoi. Ah, vraiment, Chris Samnee, je trouve que c'est un artiste total, complètement bluffant. J'adore son style, j'adore son dessin. Donc voilà pour Firepower, notamment. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre de Chris Samnee? Oui, bien sûr, il a travaillé chez Marvel, notamment sur Captain America. Là, c'est le 5e volume de l'omnibus de Ed Brubaker. Il a notamment fait les épisodes, je crois, si je dis pas de bêtises, 620 à 624. Oui, c'est ça. Donc là, vous allez tout de suite reconnaître son style. De toute façon, je l'adore. Donc voilà, Chris Samnee, que vous pouvez apprécier ici. Je vous avais également présenté Thor de Mighty Avenger, de Roger Langridge. Je l'ai prêté, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas là, mais je vous l'avais déjà présenté, notamment dans une palle du devoir, ou notamment dans mes œuvres préférées de Marvel. De toute façon, dès qu'il y a du Chris Samnee, franchement, je suis méga fan. Donc voilà, hop. Donc j'adore ce côté très cartoony, comme je vous le disais, très détaillé dans les émotions. Et puis vraiment quelque chose qui me touche, moi, qui m'émeut énormément. Donc vraiment Chris Samnee, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Après, oui, ces derniers intérieurs, là, en date, c'est évidemment, hop, si je le retrouve, voilà, Batman and Robin Year One, qu'il fait avec Mark Waid. Et ça, j'adore, ça va être en 12 numéros, je crois. Il y en a 6 qui sont sortis pour le moment. Et franchement, c'est hyper chouette, quoi. Je veux dire, ça c'est c'est le numéro 2, je pensais avoir pris le numéro 1, bon c'est pas grave. De toute façon, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc toujours pareil, avec soit les multiplicités de cases pour vraiment montrer tout le mouvement qu'il propose. Montrer aussi les émotions, là, comme on peut le voir, Bruce qui fait mine d'être très entiché de son fils adoptif Dick Grayson, alors que dès que l'assistante sociale a le dos tourné, il le maudit du regard. Voilà, comme d'habitude, on a du lumineux et du ombragé. La maîtrise des ombres de Chris Samnee est absolument folle, comme vous pouvez le constater ici. Donc voilà, un de mes dessinateurs préférés, sa gestion de la lumière, du feu, de tout ça. Enfin, j'adore cet artiste. Et c'est la raison pour laquelle aussi je vais sur pas mal de ses variant cover, notamment The Last Days of Lex Luthor. Regardez-moi cette variant cover, à mon avis qui fera date. D'ailleurs, Urban s'y est pas trompé, il l'a récupéré pour Superman Kids. Voilà, variant cover aussi du numéro 2. Variant cover de Plastic Man No More de Christopher Cantwell, que je recommande, excellente mini-série. Mais regardez-moi ça, elle est géniale cette variante, il est trop fort. Une variante du numéro 1 de Two-Face également. Voilà. Une variante de Boy Wonder, le numéro 2 de Juniba. Excellente mini aussi. Et une variante de Batman Dark Age, le numéro 4. Que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si on va bien voir les ombres avec la caméra. J'ai complètement oublié, évidemment, de vous parler de Jonah. Alors, quand même, Jonah and the Impossible Monsters. Faute de grammaire volontaire. Moi, Jonah, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Très poétique comme histoire. Qui nous raconte justement l'histoire de ce petit être. Du lien avec sa sœur. De la quête qu'ils ont de retrouver leurs parents. Et évidemment de la nature même des choses, parce qu'il veut combattre, voilà, c'est un petit être qui va combattre des kaijus,
Mais voilà, on va se rendre compte que la réalité est tout autre et que finalement, une fois que ça va nous rattraper, bah, c'est vraiment très beau. C'est à la fois aussi un récit sur les gens qui sont victimes de la guerre, quelque part. Donc on a vraiment quelque chose que je trouve super beau. Et puis de toute façon, Chris Samney, je suis un grand fan. Donc voilà, numéro 2 de mon top, Chris Samney. Mais qui est numéro 1? Mais où on se le demande. Bon, c'est pas vraiment une surprise à vrai dire. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. Il s'agit évidemment de Darwyn Cooke, bien sûr. Darwyn Cooke, déjà, je vous en avais présenté qui avait fait ce magnifique design sur Catwoman, que j'avais adoré. Le dessin de Darwyn Cooke, moi, c'est quelque chose qui me transporte. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Je trouve que c'est parmi les dessins les plus beaux qui m'étaient donnés de voir dans un comics, en fait, tout simplement. Ce dessinateur, il me fout les larmes, il me fout les poils. Je trouve que vraiment, il y a un côté héritage naturel de Bruce Timm, mais vraiment en le magnifiant. Et je trouve que c'est splendide. Darwyn Cooke me bluffe à chaque fois, donc que ce soit dans le travail qu'il a fait là sur Catwoman que je vous présente ici, que je trouvais vraiment très cool. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Évidemment, Batman Ego. Batman Ego, c'était vraiment super bien sur justement ce Batman qui se pose pas mal de questions et qui fait une introspection qui est vraiment incroyable. Ça, c'est pour le scénar, mais vraiment même au niveau du dessin, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, voilà son alter ego, justement. C'est superbe. Vraiment, Darwyn Cooke, pour moi, c'est de la subtilité, pareil aussi, dans ce qu'il raconte. Que ce soit au niveau des ombrages, des lumières, de la composition. C'est absolument dingue. Donc là, je vous présente tout ça, c'est Batman Ego. Hein, c'est vraiment super beau, très varié, à la fois au niveau de la coordination de la compo. J'ai vraiment trouvé ça super bluffant. Mais dans ce recueil, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a aussi, je crois, le grand braquage de Selina. Il y a pas mal de choses. Ouais, je crois que c'est celui-là. C'est une Next Beast Core, ouais, c'est ça. Donc il y a ça aussi. Donc là, vraiment, vous avez un recueil un petit peu de différents travaux de Darwyn Cooke. Et regardez-moi ça, moi, à chaque planche, là, c'est une régalade pour les yeux. Il y a beaucoup de mouvements, comme je vous le disais, beaucoup d'émotions. Beaucoup de propositions graphiques et de tentatives de composition qui sont méga originales. Voilà, vous avez déjà vu aussi, ça je me souviens de ce récit qui est franchement très efficace. Voilà, avec The Spirit. The Spirit quand même, voilà, qu'on connaît un petit peu traditionnellement, qui est quand même quelqu'un qui a été très important dans l'univers des comics, évidemment. The Spirit, ou les Snares. Donc voilà pour Darwyn Cooke, pour Batman Ego. Évidemment, Darwyn Cooke, il a fait quoi? Il a fait New Frontier, qui est tout simplement mon comics d'ici préféré. New Frontier, que je trouve, là aussi, Darwyn Cooke, il a tout compris à raconter l'essence, en fait, des super-héros. Et à une certaine période, en faisant un parallèle incroyable avec plein de choses. Vous avez des Challengers of the Unknown, vous avez du Martian Manhunter, vous avez du Green Lantern. Vous avez, franchement, c'est une œuvre que j'aime énormément, que j'aimerais, dans la mesure du possible, à peu près lire une fois par an. Parce que j'adore Darwyn Cooke, j'adore ce qu'il propose. Je trouve que c'est un récit super intelligent. Regardez-moi ces planches. Ça fout une tarte dans la gueule, hein, exactement comme celle-ci. Non, mais vraiment, Darwyn Cooke, je ne sais que dire. Je perds les substantifs et les adjectifs pour le qualifier. Tellement je le mets tout en haut de mes dessinateurs, tout simplement. C'est mon dessinateur préféré, c'est lui, c'est Darwyn Cooke. Je le trouve absolument somptueux dans tout ce qu'il peut proposer. Donc voilà, j'adore. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit un personnage, un peu comme Dan Mora, j'en parlais tout à l'heure, il va à l'essence du personnage, il arrive parfaitement à retranscrire tout ça. Donc non, mais c'est top, quoi. C'est vraiment génial. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? DC Comics qui a fait The Art of Darwyn Cooke, carrément. Donc tous les travaux, enfin pas tous, hein, mais pas mal de travaux de Darwyn Cooke chez DC Comics. Donc vous avez beaucoup de choses, notamment que moi je ne connaissais pas. À savoir, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je vous présente. Alors ça c'est quoi déjà? Alors, il a fait quelque chose qui s'appelait The Private Eye, comme ça, qui est complètement silencieux, que je trouve très beau également. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Ça déjà vu, on l'a présenté.
Hop, c'est quand même magnifique. Hein. Ça, c'est Herbie Monsters, je crois, qui était dans le Batman Black and White. Donc là, on l'a vu, les covers sur Catwoman. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Hop. Regardez-moi ça. Hop, un petit truc sur Dr. Fate. Non, mais vraiment trop bien. Et s'il y a une autre chose que je voulais vous montrer, qui est une histoire toute seule, qui est vraiment très belle, si j'arrive à la retrouver. C'est pas dit que je la retrouve. Bon, c'est pas grave. Bah, après, forcément, vous avez New Frontier, vous avez plein de choses. C'était un récit qui s'appelait Human Values, je crois, qui était vraiment très beau. Ouais, c'est ça. Attendez, bah, il est au début, je vais vous le retrouver. Ça, c'est un récit que j'ai fait étudier par mes élèves. Celui-là. Celui-là, vous pouvez appuyer sur pause et le lire. C'est vraiment super beau. C'est pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un grand homme ou une grande femme, en tout cas, qu'est-ce que c'est que avoir accompli quelque chose de grand sur Terre, dans cette existence. Et là, vous avez vraiment l'opposition un petit peu de ceux qui sont placés au rang de stars et des véritables héros de notre monde. Donc forcément, c'est assez intéressant. Ça s'appelle Human Values. C'est un récit bluffant, absolument incroyable. Donc évidemment, ensuite, vous avez quelques épisodes de New Frontier, mais on va pas revenir dessus parce que nous les connaissons. Donc le Batman The Spirit. Et vous avez également, et ça m'intéresse, du Jonah Hex. Et Jonah Hex, dont on a annoncé un omnibus à venir chez DC. Donc s'il y a Darwyn Cooke en plus qui dessine à l'intérieur, vous pensez bien que je vais me ruer sur cet omnibus. C'est logique, c'est évident. Donc voilà, rien que pour ça, franchement, très 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 envie de lire ça. Donc Jonah Hex, voilà, pour Darwyn Cooke, je trouve que ça c'est incroyable. Même quand il fait un peu dans le psychédélique, ça fonctionne. Façon presque Michael Red ou des choses comme ça. Et à la fin, on a quelques couvertures qui sont incroyables et qui là aussi résument parfaitement pour moi certains personnages de Darwyn Cooke, quoi. Donc je vais vous montrer après les couvertures, parce que c'est vraiment fou. Mais il y a encore plein de choses. De toute façon, ce bouquin, je me rappelle, je l'ai poncé, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Donc vous avez, hop, quelques covers superbes. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop. Les covers à la fin. Ah, les voilà. Ah ouais, non, elles sont vraiment dingues. En plus, c'est des covers allongés, comme ça. Tac. Et à chaque fois, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Regardez-moi cette bad girl à moto. La classe. Il y a notamment un dessin que je trouve assez hallucinant. Celui-là est génial. Hein. Voilà, bien joué, juste à temps. Mais alors vraiment, celui-là, donc la Catwoman, très beau. Et celui-là, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Il a tout compris Darwyn Cooke, c'est exactement ça. C'est Alfred qui s'occupe de Batman, qui en a fait beaucoup trop. Donc voilà, c'est Flash. Voilà. Je pourrais vous montrer des heures, hein, parce que vraiment, comme vous pouvez le voir, tous les personnages qui sont représentés là, ça c'est pour toi, Mind. Je trouve qu'ils sont faits avec un grand amour de l'univers et justement des personnages qu'ils dessinent. Oh, c'est vraiment dingue. Hein. Ah, il y a même du maître de l'univers quand même. Regardez-moi ça, Musclor et Skeletor. Incroyable. Darwyn Cooke, il a tout dessiné. C'est superbe. Allez, on finira par ça, tiens. Regardez-moi ça. Cette magnifique image de DC Comics et New Frontier. Voilà. C'était tout, c'était mon top 20 dessinateurs. Ah non, attendez, Darwyn Cooke, Parker, bien sûr. Oh là là, je fais trop vite. Il a fait également Parker, mais c'est parce que je suis claqué, hein, je vous avoue. Il y a eu beaucoup de... Je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, 2 heures ou pas loin. Donc Darwyn Cooke, évidemment, l'adaptation de Richard Stark. Hop, je suis en train de perdre complètement tout. Là, ça va pas du tout. Je vais enlever la jaquette, ça va être plus simple. Et là, vous avez quelque chose d'absolument incroyable, encore une fois, de Darwyn Cooke. Je trouve que la proposition est folle. Donc j'ai hâte de lire ça. En plus, Schizo, là, je pense à toi. Tu m'as dit que c'était vraiment dingue, que tu trouvais que c'était encore mieux que Criminal. Donc j'ai très très hâte de découvrir vraiment l'œuvre de Darwyn Cooke en la lisant, l'adaptation de Richard Stark. Donc voilà, Darwyn Cooke. Mon dessinateur préféré. C'est bien lui. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette fois, c'est la bonne. C'est vraiment la fin de cette émission qui aura duré très longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la regarder de manière morcelée en plusieurs fois, hein, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Merci de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On a dépassé les 800, c'est génial. On est super content. Plus rien ne nous arrête. Incroyable.
Et puis bah voilà, quant à moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne, notamment dimanche pour un live avec Hadas sur les comics Star Wars. Et puis on se retrouvera sinon samedi soir aussi, en live également sur la chaîne de Mindphobia, pour un débat spécial continuité. Bah voilà, donc une actualité riche cette semaine, dont je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao!